Hugo, est-ce qu'il y a... Alors, oui. Donc, on va commencer. Donc, on est très heureux d'accueillir Léontine Godzal qui va... est-ce que j'ai bien prononcé? Tout à fait. Et qui va nous présenter ses travaux en cours sur la question des croyances liées aux normes et la vaccination des infirmiers en France. Un travail vous allez nous expliquer, mais qui est comment dire, en partenariat avec James Tremawan. Non, ça se prononce pas comme ça? Bon, Si, c'est si, pas tout à fait. Oui, oui. très bien. Et donc, je vous passe la parole pour une présentation qui devrait durer autour de 45 minutes, c'est ça? 45 minutes, une heure. Et ensuite, il y aura une première discussion de la présentation par Pierre Verger. Et ensuite, on espère beaucoup de questions et de débats avec la salle. Et, euh, et voilà. Bon, eh bien, Léontine, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'être là. Juste peut-être avant de commencer, je voulais savoir si vous voulez que... Enfin, pour moi, ça me va complètement de prendre des questions de clarification pendant la présentation, si ça vous semble correspondre au format du séminaire, et garder peut-être le reste pour la discussion. Je pense que je vais être capable de même regarder le chat en même temps. Donc, D'accord. si Bah, ça peut être utile, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre. pour l'instant, on est très ouvert sur les formats de présentation. Donc, c'est vous qui fixez les règles de votre propre Oui, présentation. Donc, oui. Moi, je suis voilà. ravie d'être interrompue. Voilà. D'accord. Donc, donc, je peux regarder les deux. Et maintenant, je vais partager mon écran. OK. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Ça Oui, fonctionne on très voit. bien. Mhm. Oui, ça marche très bien. OK. Alors. Et donc, à nouveau, je vous remercie m'avoir proposé de présenter ce travail parce que c'est la première fois que j'ai l'opportunité de le présenter. Ce sont des données que nous avons collectées récemment. Donc, c'est un projet de recherche un peu plus large sur la vaccination des professionnels de santé. Et dans celui-ci, avec donc James Tremewan qui a la chance d'être à l'Université de Rome, nous nous intéressons aux croyances liées aux normes, donc on peut les appeler les croyances normatives, et comment ces croyances normatives influencent la vaccination des infirmiers en France, et on s'intéresse particulièrement à la vaccination contre la grippe. Donc, comme je le disais, c'est un travail tout neuf, donc tous vos commentaires, suggestions sont absolument les bienvenus. Alors, avec James, oui, je le précise, nous sommes économistes. Et donc, nous avons une vision d'économiste sur les choses que je vais essayer d'expliciter, mais je serais ravie d'entendre évidemment, d'autres visions sur ces résultats. En premier lieu, je vais peut-être donner des éléments de contexte sur la grippe en France et la grippe en population générale. Ici, on parle de la grippe saisonnière qui, en moyenne, ça varie un peu en fonction des années, mais elle fait entre 2 à 6 millions de cas. Donc ici, on recense les grippes autant que ces symptômes. Elle donne lieu à 20 000 hospitalisations et à peu près à 10 000 décès qui sont plutôt concentrés sur des populations assez à risque qui ont au-delà de 80 ans. Donc, étant donné l'impact de la grippe saisonnière, il y a une recommandation vaccinale en population générale qui donne lieu donc à une vaccination gratuite pour des populations qui sont particulièrement à risque. Donc, vous avez ceux qui ont 65 ans et plus, qui recouvrent quand même un peu plus de 12 millions de personnes, et une population à risque qui a moins de 65 ans. Et ici, vous avez des personnes qui ont des maladies chroniques et par exemple des femmes enceintes. Et ça recouvre un peu plus de 4 millions d'individus. En revanche, la couverture vaccinale est, elle, relativement faible dans la mesure où, si on distingue ces deux types de populations à risque, donc en bleu foncé, ceux qui ont 65 ans et plus, et en bleu plus clair, ceux qui ont moins de 65 ans, on voit que ça avait augmenté entre 2016 et 2020 et que maintenant, on assiste à une réduction de la couverture vaccinale chez ces populations à risque. Et notamment chez les moins de 65 ans, on a c'est
plus de 10 points de pourcentage de réduction. Donc ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à Santé publique France qui, grâce aux données du SNDS, peut calculer en fait la couverture vaccinale chez ces populations. La vaccination, elle est aussi recommandée pour les professionnels de santé. Et cette recommandation est telle que maintenant, ça fait partie, donc le taux de vaccination dans un établissement de santé fait partie des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Et le fait de remplir les données de cet indicateur est obligatoire depuis 2023, puisqu'en fait, la HAS a conduit une expérimentation sur cet indicateur depuis 3 ans, qui a permis en fait de collecter des données sur le taux de couverture vaccinale chez les professionnels de santé. En parallèle, Santé publique France également collecte des données sur la couverture vaccinale des professionnels de santé au moyen d'enquêtes. Donc, ce n'est pas comme avec la population générale où on peut se servir de la base de données SNDS, puisqu'en fait, la vaccination, elle peut être faite sur soi-même, elle peut être faite au sein de l'hôpital, et donc on n'a pas en fait une consommation de soins, si vous voulez, par vaccination. Donc, ce sont des estimations de la couverture vaccinale chez les professionnels de santé dont je vais parler, et je me base à la fois sur les données d'enquête de Santé publique France et les données d'enquête de la HAS qui ont été collectées dans le cadre de l'expérimentation de l'indicateur qualité et sécurité des soins. Donc, ce sont des données qui sont calculées pour les établissements de santé. Donc, de fait, ça exclut tous les professionnels de santé qui ont un exercice libéral. Et donc, pour 2020-2021 ou pour l'année suivante, 2021-2022, on a des choses qui sont très concordantes entre les données de Santé publique France et de la HAS, mais qui démontrent quand même un taux de vaccination, un taux de couverture vaccinale qui va entre un quart et un tiers des professionnels de santé, toutes catégories confondues. Pour l'année suivante, les données sont censées sortir en mai, puis en juin, donc on ne les a pas encore. Mais donc pour la grippe sur la saison 2022-2023, on n'a pas encore les données pour les établissements de santé. Mais par contre, la société Santé publique France a donné des informations sur ce qui se passait dans les EHPAD pour les professionnels de santé. Et donc on a un taux de couverture qui est de quasiment 25%. Donc, derrière ces moyennes pondérées sur les établissements, on peut regarder ce qui se passe par catégorie professionnelle. Et donc là, pour l'année 2021-2022, voici ce qui se passe donc, pour les médecins, les sages-femmes et les infirmiers et infirmières. Donc, on voit que la couverture vaccinale pour les infirmiers est bien inférieure à celle qu'on observe chez les médecins. Et qu'en nouveau, on voit une concordance entre les chiffres de l'enquête SPF et de l'enquête HAS. Et j'ai oublié de le dire, donc je le rajoute maintenant. L'enquête SPF, ça regroupe à peu près 450 établissements de santé. Alors que l'enquête HAS, pour ces 2 années-là en tout cas, c'est à peu près 1400 établissements de santé sur un total d'à peu près 3000 en France. Mais on voit quand même une forte concordance entre les couvertures vaccinales obtenues. Ce qu'on observe ici, c'est soit une couverture vaccinale relativement faible, hétérogène selon les catégories professionnelles, et aussi en fonction du type d'établissement. Ce n'est pas le même si on est en hôpital ou en clinique ou par rapport à, par exemple, en EHPAD. Un autre élément, si on dézoome de la France, est celui de la forte hétérogénéité, la couverture vaccinale chez les professionnels de santé dans divers pays d'Europe. Donc là, j'ai indiqué 15% pour l'Italie et par exemple 80% pour la Finlande. Donc ça reflète plusieurs choses, notamment en fait des différences de mesure de ce taux de vaccination, mais aussi la variété des politiques publiques de la vaccination qui vont de la recommandation au choix totalement libre et à l'obligation vaccinale. La raison pour laquelle on se pose la question de cette couverture vaccinale, c'est que en fait la grippe
chez les professionnels de santé, pardon, la vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé, ça a des conséquences très importantes pour la santé des populations et du système de soins par des mécanismes qui vous semblent probablement évidents, mais que je vais rappeler succinctement ici, qui sont que tout d'abord les professionnels de santé, parce qu'ils sont exposés à des populations qui ont éventuellement la grippe ou des complications de la grippe, ont un risque accru en fait d'être infectés eux-mêmes par la grippe. Et ainsi, en fait, ils sont eux-mêmes une source de transmission à d'autres patients qui sont potentiellement extrêmement vulnérables, mais aussi d'autres professionnels de santé. Donc, dans un contexte du système de santé en France où il y a des tensions sur les effectifs de professionnels de santé, si à ça, on ajoute en cours d'épidémie de grippe des absences pour des raisons de grippe. Donc là, j'ai inscrit le mot absentéisme, mais il est complètement dépourvu de connotations négatives, à mon sens. C'est qu'en fait, effectivement, quand on a la grippe, on peut ne pas aller travailler. Ça il n'empêche que ça accroît les tensions pour les effectifs qui sont, eux, présents dans les services. Et à l'inverse, si quelqu'un, en raison justement des tensions qui existent sur les effectifs, décide de finalement venir alors qu'il ou elle a la grippe, ça peut générer plus de grippe nosocomiale dans les services. Donc, pour toutes ces raisons, on voit bien qu'en fait, une, euh, une couverture vaccinale importante a des externalités positives. Ce qu'on entend par externalité positive, c'est vraiment que ça ne touche pas que l'individu qui se vaccine, mais ça a des conséquences sur le reste de la population et sur le système de soins. Et donc, en fait, dans les yeux de l'économiste, dès lors qu'on a des externalités positives, ça veut dire qu'en fait, les bénéfices sociaux, donc qui prennent en compte toutes ces conséquences sur les tiers, sont supérieurs aux bénéfices individuels que l'individu devrait prendre en compte dans son arbitrage coût-bénéfice pour prendre sa décision de se faire vacciner. Et en fait, cette différence entre les bénéfices sociaux et les bénéfices individuels, l'intervention publique est légitime pour essayer de les faire converger pour que les personnes augmentent leur recours à la vaccination. Donc, dès lors que l'intervention est légitime, on peut aussi se demander quelle intervention devrait être mise en œuvre. Donc là, je ne dis pas du tout qu'il n'y en a pas, c'est évidemment des choses qui sont largement mises en œuvre à l'échelle des hôpitaux, des régions et des gouvernements, mais j'essaye de l'expliquer avec les yeux de l'économiste. Et donc, évidemment, une première idée, c'est donc évidemment de communiquer auprès des professionnels de santé pour essayer de leur faire considérer dans leur arbitrage coût-bénéfice, non pas le bénéfice individuel à la vaccination, mais le bénéfice social, collectif à la vaccination. Donc ici, en fait, il s'agit d'apporter une nouvelle information pour faire changer la décision. Le deuxième volet est nettement plus une dimension coercitive, c'est certain. Ce sont les différentes politiques de la vaccination, mais dont l'efficacité repose nettement sur l'adhésion. En fait, on imagine trop souvent qu'il ne peut pas y avoir d'effet néfaste de ces politiques sur la vaccination ou sur le système de soins lui-même. Donc, en partant de ce constat des interventions publiques qui sont possibles, nous, on essaye de venir donner des éléments pour alimenter ces décisions. Et donc, en essayant de répondre à ces questions de recherche que vous voyez ici. L'idée, c'est qu'il s'agit d'informer la communication et de trouver quelles sont les informations qui sont susceptibles de faire effectivement changer les comportements. Et donc, il s'agit de documenter quelles sont les croyances alors, qui sont associées à la vaccination. Et ici, dans croyance, je fais rentrer énormément de choses. Croyance, c'est la traduction du mot beliefs en anglais qu'on utilise dans cette littérature. Et je sais qu'en fonction des disciplines, ça recouvre des choses qui sont plus ou moins similaires, mais typiquement, ça va recouvrir ce qu'on va appeler représentation, attitude, mais aussi connaissance. C'est-à-dire que les connaissances viennent à la fois de ce qu'on nous a dit, de notre expérience, et peuvent former aussi des croyances. Donc ça, c'est ça semble un peu fourre-tout comme ça, mais on va parler de ces croyances qui sont associées à la vaccination et notamment des croyances liées aux normes, donc croyances normatives.
et voir comment elles expliquent la vaccination contre la grippe des infirmières et des infirmiers en France. Et dans un second temps, et c'est là où ça va dépendre du temps qu'il me restera. Je vais vous présenter nos résultats sur l'opinion des infirmières et des infirmiers sur les différentes politiques vaccinales. Et évidemment, la suite de ce projet est de regarder les déterminants de cette adhésion, mais je n'aurai sans doute pas le temps de le faire aujourd'hui. Ce travail vise à contribuer à la littérature donc, sur les croyances qui sont associées à la vaccination. Et donc là, je fais une présentation très succincte de la littérature qui est évidemment beaucoup plus vaste. Mais ce qu'on voit souvent dans la littérature et qui est bien mis en exergue par la revue de littérature de Hall et co-auteurs, qui se base sur 75 articles, c'est que les perceptions du risque, les perceptions de la balance bénéfice-risque pour le vaccin contre la grippe, mais aussi tout l'état de la confiance dans les autorités sanitaires notamment, et est-ce qu'on fait aussi confiance à l'information qui vient de ces institutions et le niveau d'accessibilité au vaccin sont des dimensions qui ont été systématiquement montrées comme des déterminants forts de la vaccination contre la grippe. Certaines études, en revanche, intègrent une dimension que moi je jugerais plus normative par rapport à ces autres croyances, par exemple le risque perçu, qui sont un peu les croyances sur l'état des choses, alors que là, il y a vraiment une dimension normative, notamment en termes de responsabilité professionnelle ou responsabilité morale de protéger les patients. Il s'agit ici de considérer à quel point les professionnels de santé ont le devoir de se faire vacciner et parce qu'il faut, par exemple, protéger leurs patients. Donc ça, c'est une dimension du type, de type normative et qui peut prendre aussi une autre forme, qui est non pas ce que moi je pense qu'est le devoir d'un professionnel de santé en termes de vaccination, mais plutôt ce que je pense que les autres pensent. Donc, et notamment les autres, c'est mes pairs. Alors mes pairs, ça peut être mes collègues, ma famille, mes amis. Mais en fait, comment ce que pensent les autres va rentrer dans ma décision de me faire vacciner. Donc ces dimensions normatives, elles sont effectivement importantes dans la décision de se faire vacciner et elles ont été intégrées dans le modèle 5C qui regroupe les déterminants des comportements de vaccination. Et quand on est passé à 7C, dans ces deux C qui ont été ajoutés, il y a celui du conformisme social qui effectivement euh, euh, s'intéresse à cette dimension normative, puisqu'on s'intéresse à ce que font les autres et à ce que pensent les autres. Et donc, ces dimensions-là sont bien présentes lorsqu'il s'agit d'imiter les pairs ou en fait de se poser la question de quelle est l'opinion majoritaire dans un groupe de référence. Donc, à la fois dans les travaux sur ces indicateurs 7C, mais aussi dans des DCE, on voit bien que ces dimensions normatives émergent comme des déterminants importants. Mais nous, notre contribution, c'est de poursuivre cette recherche et de regarder très spécifiquement en fait ces croyances normatives et de distinguer en leur exactement s'il s'agit d'une croyance sur ce que font les autres, ce que pensent les autres par rapport à, par exemple, ce que moi je pense qu'il devrait être fait. Et on va voir que c'est très important de distinguer ces différents types de croyances parce que ça n'amène pas du tout au même type d'intervention et d'information qu'il faudrait apporter aux professionnels de santé si on souhaitait augmenter la vaccination. Donc, je vais à présent vous présenter le cadre conceptuel dans lequel on se situe et justement les différentes distinctions entre ces types de croyances et comment ça peut être lié aux différentes interventions informationnelles dans ce cadre qui pourraient être mises en œuvre. Donc ici, j'adopte la classification des croyances de Bicchieri, donc, dont elle parle dans son ouvrage Norms in the Wild, mais aussi qui est en fait la classification qu'elle adopte dans tout son travail et qui s'articule comme ceci. Donc ce tableau représente, donc au milieu vous avez les 4 catégories de croyances, mais pour comprendre comment elles s'articulent, il faut voir qu'en fait ici vous avez les croyances non normatives, donc ici qui en fait sont les croyances sur la manière dont les choses sont. Alors que les croyances normatives, elles, s'intéressent en fait sur comment les choses devraient être.
Elles peuvent être individuelles, dans le sens où elles n'intéressent que soi-même, ou sociales ou collectives, où ce sont les croyances à propos des autres. Lorsqu'on tente d'appliquer en fait cette classification des croyances à la vaccination, et ici on s'intéresse à ce qui est à l'intérieur du tableau, voici ce que cela peut donner. Donc, si on considère les croyances factuelles, donc là, c'est ce sur la manière dont les choses sont. Donc là, ça va être les croyances sur, par exemple, l'efficacité d'un vaccin, les risques de contamination. Euh, on a aussi des croyances toujours non normatives, hein, qui n'engagent pas un sens de ce qui devrait être fait, mais plutôt de ce qu'elles sont. Les attentes empiriques, euh, qui sont donc sociales, puisqu'elles elles ont attrait au groupe. Et là, on se pose la question de voilà, quel est le pourcentage d'infirmiers qui est vacciné, par exemple. Les normes personnelles, elles, sont ce que je pense qu'il devrait être fait. Donc, est-ce que je pense que les infirmiers doivent se faire vacciner? Enfin, les attentes normatives, donc c'est aussi ce qu'on appelle des croyances de second ordre, et qui sont quelle est l'opinion des infirmiers sur le fait que les infirmiers doivent se faire vacciner. D'accord? Donc, on pourrait demander quel est le pourcentage des infirmiers qui pensent que les infirmiers doivent se faire vacciner. Donc ça, ce serait l'attente normative. La raison pour laquelle il nous semble important de faire la distinction entre ces différentes croyances, c'est parce que l'objectif, c'est évidemment de proposer des interventions qui sont susceptibles d'augmenter la vaccination. Mais pour ça, il faut quand même bien diagnostiquer le type de croyance qui est erronée et leur lien avec la vaccination. Donc, je vais soutenir cet argument par deux exemples. Le premier, c'est si l'attente empirique est erronée. Donc, ici, on aurait un problème de coordination. Donc, typiquement, si on pense que les personnes veulent imiter les autres, veulent imiter leur père, alors, par exemple, si les infirmières veulent faire comme les autres, elles essayent d'estimer quel est le comportement adopté par les autres. Elles n'ont pas une information parfaite à ce sujet. Et imaginons qu'elles pensent que 5% des infirmières se font vacciner. Et donc, elles ne vont pas du tout aller se faire vacciner. Or, un outil de coordination pourrait être en fait de donner l'information, de dire, mais en fait, alors évidemment, là, on est dans un monde complètement hypothétique, mais 80% des infirmiers et des infirmières se font vacciner. Et là, en fait, donner cette information, ça sert comme outil de coordination pour que les infirmières et les infirmières qui veulent imiter, alors imiter, à nouveau, enfin, c'est juste ce qui peut motiver la décision, irait converger vers plus de vaccination. En revanche, on pourrait avoir un autre type de croyances erronées qui seraient les attentes normatives, donc ces croyances secondaires. Et ce problème s'appelle dans la littérature l'ignorance pluraliste. Et donc là, c'est quand en fait on voit apparaître une différence entre la norme personnelle partagée par un groupe et ce que ce même groupe pense que les autres pensent. Et donc, typiquement, si une infirmière pense qu'il faut se faire vacciner, donc elle, sa propre norme personnelle et que les infirmières et les infirmiers ont le devoir de se faire vacciner. En revanche, elle pense aussi que la majorité des autres infirmiers ont une opinion complètement contraire. Et donc, en fait, l'attente normative va complètement à l'encontre de sa norme personnelle. Et l'individu, dans son arbitrage, veut éviter d'être sanctionné socialement, hein, parce que la norme sociale ne va pas dans son sens, et donc va essayer de se conformer à la norme sociale en ne se faisant pas vacciner. Donc, en fait, une intervention informationnelle qui viserait à corriger l'attente normative en disant que non, ce n'est pas une opinion contraire, mais qu'en fait, oui, la plupart des infirmiers et des infirmières pensent aussi qu'il est du devoir des infirmiers de se faire vacciner. Corriger ces attentes normatives diminue le risque de sanctions sociales pour les personnes et donc l'individu peut suivre sa norme personnelle. Donc, ça dépend quand même beaucoup du type de croyance qui est erronée et que l'on peut éventuellement corriger, mais évidemment aussi si elles sont liées avec le comportement de vaccination. Alors, je vais passer maintenant à la méthode, mais si vous avez des questions sur ce cadre conceptuel, si je peux clarifier certains points, je vous en prie, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, l'enquête que nous avons menée est une enquête par questionnaire que nous avons menée sur un échantillon d'infirmières et d'infirmiers en France. Donc, on a fait appel à un panel de professionnels de santé de la société B3 TSI. Le panel s'appelle B3 Santé Pro.
Alors, on a conduit cette enquête Alors, c'était entre fin octobre et début novembre 2023. C'est une enquête en ligne pour laquelle la participation, quand ils ont répondu à toutes les questions, est rémunérée 20 euros. Le temps de réponse en moyen était de 15 minutes. Et c'est un panel qui est un peu déséquilibré parce qu'il y a beaucoup plus d'infirmiers et d'infirmiers libéraux que salariés. Et donc, on a imposé quand même un quota de 50%. Mais alors que le panel couvre la France entière, il n'est pas du tout représentatif de la profession infirmière en France. On a réussi comme ça à collecter 214 réponses complètes, qui sont donc l'échantillon total dont on va servir pour les analyses que je vous présente ensuite. Comment avons-nous mesuré les croyances? Donc, comme je vous l'ai dit, les croyances factuelles sont, elles, sur l'efficacité du vaccin, la sévérité perçue pour les patients et pour eux-mêmes de la grippe et l'accessibilité. L'attente empirique, elle, c'est donc qu'est-ce que font les autres, et on s'intéresse à l'attente empirique pour 3 groupes de référence. Le premier, c'est évidemment les infirmiers. Le deuxième, c'est les médecins. Et le troisième, c'est la population générale. Parce qu'en fait, on ne sait pas a priori quel est le groupe de référence qui va le plus influencer l'individu dans sa décision. Donc, on l'a mesuré pour les 3, et ça, c'est vrai pour l'attente empirique, la norme personnelle et l'attente normative. Donc, la norme personnelle, c'est vrai, on leur demande dans quelle mesure êtes-vous personnellement en accord ou en désaccord. Donc là, on a une échelle de Likert avec le fait que les infirmiers doivent se faire vacciner contre la grippe. Et donc, on le demande pour les infirmiers, pour tout le monde, donc population générale, et pour les médecins. Et enfin, les croyances secondaires, donc attentes normatives. On demande quel pourcentage de personnes parmi les infirmiers, par exemple, sont d'accord avec l'idée que les infirmiers doivent se faire vacciner contre la grippe. Il me semble aussi important de préciser comment on a mesuré le recours à la vaccination. Donc évidemment, ici, c'est du déclaratif, c'est une enquête. Il y avait une question qui demandait si, donc encore une fois, on est fin octobre, début novembre, la campagne de vaccination a déjà commencé et on leur demande si elles ont déjà été vaccinées contre la grippe cette année, donc pour 2023-2024. Et on considère que si elles répondent non, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas encore été vaccinées. Donc on leur demande ainsi si elles ont l'intention de se faire vacciner contre la grippe cette année. Et voilà quelles étaient les modalités de réponse. Et si les personnes répondent oui ou certainement, on considère qu'elles vont avoir un recours à la vaccination. Donc, dans ce travail, notre variable dépendante de vaccination, c'est si elles ont déjà été vaccinées ou si elles répondent oui et certainement à l'intention de se faire vacciner. Dans nos régressions, on va tester la robustesse de nos résultats au fait d'exclure l'intention et de uniquement garder la déclaration de la vaccination déjà effectuée, et ça ne change pas du tout nos résultats. Résultats que je vous présente enfin. Je vais dire quelques mots quand même de l'échantillon, de ses caractéristiques avant de vous présenter les distributions des différentes croyances. Et après, je vous montrer les modèles qu'on a mis en œuvre pour regarder le lien entre ces croyances et la vaccination. Donc, dans cette colonne centrale, vous avez la distribution de ces caractéristiques démographiques de santé et professionnelles pour notre échantillon de 214 personnes. Et ce que l'adresse montre des caractéristiques de la population d'infirmiers et d'infirmières en France en 2021. Donc, nous avons 82% de femmes dans notre échantillon, 86% dans la population d'infirmières. Dans notre échantillon, elles ont en moyenne 43 ans et sont en excellente santé. On a 95% d'entre elles et d'entre eux qui ont qui ont déclaré qu'ils étaient en bonne ou excellente santé, et 40% quasiment qui indiquent qu'elles sont en contact régulier, donc ça peut être la cohabitation, avec quelqu'un qui est à risque pour des complications de la grippe. On s'était intéressé aussi à leur type d'exercice. Donc, dans notre échantillon, il y a 47% d'infirmiers et d'infirmières libérales,
38% de salariés hospitaliers et 15% qui ont une pratique mixte, alors soit libérale et salariée, soit dans les maisons de santé pluridisciplinaires, par exemple. Et c'est très différent, enfin c'est assez différent de ce qu'on trouve dans la population des infirmiers et des infirmières en France. Et on a 4% qui sont cadres ou infirmières de pratique avancée. Donc au final, on voit qu'on a un échantillon qui est quand même, en tout cas sur le type d'exercice, assez différent de ce qu'on a dans la population des infirmières en France. Qu'en est-il en termes de vaccination contre la grippe? Donc, l'échantillon total est de 214 personnes. On leur demande d'abord s'ils se sont déjà fait vacciner dans leur vie. C'est le cas pour 82% d'entre eux. Puis, s'ils se sont vaccinés cette année, donc en 2023 ou 2024, enfin, donc là, c'était vraiment en 2023, et c'est le cas pour 27%, et il y en a 73% qui ne sont pas encore vaccinés. Donc, soit ils vont peut-être le faire ou non, soit ils ne sont jamais vaccinés dans la vie. Donc, donc, une fois qu'ils nous ont répondu qu'ils ne se sont pas vaccinés en 2023, on leur demande quelle est leur intention pour cette même année. Et on a 44% de ceux qui ne sont pas encore vaccinés qui ont l'intention de se faire vacciner. D'accord? Donc 56% qui n'ont pas vraiment l'intention de le faire. Donc encore une fois, nous, notre taux de vaccination sur notre échantillon, la manière dont on le calcule, c'est de prendre ces 27% de personnes vaccinées et les 44% qui ont l'intention de vaccination. Mais c'est 44% de 73. D'accord? Bon. Bref, au total, ça fait un taux de vaccination qui est à 59% pour 2023-2024. Or, c'est évidemment largement supérieur à, c'est d'ailleurs le double de ce que on voit sur les données de Santé publique France et de la HAS. Et ici, on ne voit pas de différence statistiquement significative entre les taux de vaccination pour les différents types d'exercices. Donc, on continue à voir que il semblerait qu'on soit sur un échantillon qui adhère largement à la vaccination par rapport à ce qu'on observe chez les infirmières en général en France. Alors, je vais un peu accélérer et peut-être rater quelques slides et je m'en excuse par avance. Donc, on s'est intéressé à l'efficacité du vaccin pour l'infirmier et le patient. Donc là, au lieu de leur demander directement est-ce que vous pensez que c'est efficace, on avait deux questions, par exemple pour le graphique de gauche, qui était quel est, selon vous, le risque d'attraper la grippe si vous n'êtes pas vacciné, vous ne portez pas de masque? Donc, pour l'infirmier, hein, j'entends. Et ils avaient une échelle de 0 à 10. Alors 10, c'est très, très risqué. 0, c'est pas risqué du tout. Ensuite, on leur demandait quel était le risque selon eux s'ils étaient vaccinés mais qu'ils ne portaient pas de masque. Et en fait, on calcule le taux de variation entre ces deux variables. Et donc, dès lors que c'est négatif, ce qui est le cas pour la grande majorité des répondants, puisque c'est 90% des répondants pour lesquels cet indicateur est négatif, ça montre une réduction du risque de grippe de l'infirmier due à la vaccination. Donc, soit c'est négatif pour 90% d'entre eux, mais c'est quand même entre 0 et 100%, d'accord? Et donc, ça montre une extrêmement forte hétérogénéité de la croyance sur l'efficacité pour réduire le risque de contamination pour l'infirmier. On a posé la même question, mais c'est ici, ça change parce que c'est la réduction du risque pour le patient si l'infirmier est vacciné ou non. Donc, on utilise exactement la même chose. Et on voit ici la distribution de ce taux de variation, qui est aussi pour un peu plus de 90% de l'échantillon inférieur à 0, donc qui indique qu'il y a une forte croyance que le vaccin est efficace, mais pareil, on voit une forte hétérogénéité. C'est cette forte hétérogénéité qui nous semble intéressante, au lieu d'avoir quelque chose de complètement binaire qui serait efficace ou pas efficace. On a essayé aussi de mesurer l'effet du vaccin sur le nombre de jours qu'il faudrait pour se rétablir de la grippe, si malgré le vaccin, par exemple, on l'avait quand même. Et ce, pour le répondant lui-même ou pour quelqu'un qui a 80 ans. Donc évidemment, ici, on a en ligne de mire un patient auquel il pourrait faire face, qui aurait 80 ans. Donc,
On leur demande combien de jours faut-il pour rétablir complètement de la grippe lorsqu'on est vacciné ou lorsqu'on n'est pas vacciné, et on soustrait ces deux nombres. Donc, si c'est négatif, c'est qu'effectivement, il y a une réduction du nombre de jours pour se rétablir complètement de la grippe grâce à la vaccination. Donc, pareil, là, on a plus de 90%, même plus de 95% des répondants qui jugent qu'il y a une réduction du nombre de jours. Et en moyenne, on est sur, dans mon souvenir, 3 jours et demi ou 4 jours de réduction euh, du nombre de jours pour se rétablir. Pour un patient de 80 ans, les réponses sont beaucoup plus hétérogènes et on voit qu'il y a une croyance que le vaccin est plus efficace pour réduire la sévérité de la grippe. Étant donné qu'on a beaucoup appuyé sur le fait que c'était un problème à l'échelle du système de soins en général, on leur a demandé d'estimer quel était le nombre d'hospitalisations causées par la grippe. Et voilà ici sur l'axe des abscisses les différentes modalités de réponse qui étaient possibles de choisir. Et donc, comme c'est à peu près 20 000, hein, c'est la modalité du milieu qui est vraie. Et donc, on voit que 40% des personnes euh, estiment à peu près correctement le nombre d'hospitalisations. On demande la même chose pour les décès. Et à nouveau, c'est la modalité du milieu. Et donc, on a 40% euh, des répondants aussi qui sont justes, mais aussi 40% qui sous-estiment, enfin même 46% si on prend ces deux éléments. Donc, en gros, là, on voit bien qu'il y a 40% des personnes qui estiment correctement l'hospitalisation et des décès. Mais nous, ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'on essayait de savoir à quel point ils étaient confiants dans leurs réponses. Et sur notre échantillon, il y en a quand même 90% qui jugent qu'ils ont un niveau de connaissance élevé ou très élevé des conséquences sur la grippe. D'accord? Donc, c'est à mettre au regard du fait qu'il n'y en a que 40% qui euh, ont eu juste, entre guillemets, sur ces estimations. Évidemment, on a mesuré aussi les croyances sur les effets secondaires de la vaccination pour les effets secondaires qui sont rapportés pour les vaccins. Donc, on peut regrouper ça, donc les quatre, là, les mal de tête, douleurs musculaires, fièvre et douleurs au point d'injection, sont reconnus comme étant effectivement les effets secondaires les plus fréquents, alors que le malaise, la vertige et la nausée sont quand même moins fréquents et le syndrome Guillain-Barré extrêmement peu fréquent ou qui n'arrive jamais. Donc ça, c'est cohérent avec ce qui est annoncé sur la fréquence des effets secondaires. Et nous, on agrège ça dans un index unique qui capture la fréquence de tous ces effets secondaires. Sur l'accessibilité, je dis juste deux mots. Donc, tout le monde sait à peu près que c'est gratuit. La plupart des personnes se vaccinent sur leur lieu de travail et estiment qu'elles sont très bien informées sur la vaccination, mais que cette information ne vient quand même pas du tout de ce qu'elles ont appris pendant leurs études. J'ai effectué la même enquête dans des instituts de formation en soins infirmiers et ce pourcentage-là montre à 70 ou 80%. Donc peut-être que ça veut dire qu'il y a une amélioration ou que dans ces IFSI en particulier, euh, la formation était reconnue comme excellente. Alors, les croyances normatives sont les suivantes. Donc, si nous sommes sur les normes personnelles, est-ce que je suis d'accord avec la proposition qui est les infirmières doivent se faire vacciner? Donc, les modalités de réponse sont celles-ci. Et on voit que si on additionne les deux barres du haut, on voit qu'il y a 62% des infirmiers qui sont d'accord avec cette proposition les concernant. Et si on regarde la norme personnelle sur les médecins, elle est vraiment similaire. Hein. On voit, là, je ne vous montre pas le graphique, mais c'est exactement similaire. Il y a 63% des répondants qui pensent que les médecins doivent se faire vacciner. Par contre, il n'y a même pas 40% qui pensent que la population générale doit se faire vacciner. En ce qui concerne, pardon, les attentes normatives, donc ici, il s'agit de mesurer avec cette question. Donc, selon vous, quel pourcentage des infirmiers est d'accord avec cette proposition qui est les infirmiers doivent se faire vacciner? Donc, vous voyez sur ce graphique, en fait, la distribution des réponses à cette question. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont au-dessus de 50%. Et effectivement, en moyenne, les répondants pensent que 55% des infirmiers sont d'accord avec cette proposition. D'accord? Et ici, ça nous permet de démontrer qu'en fait, on est en présence d'ignorance pluraliste. Parce que rappelez-vous,
la norme personnelle, dans notre échantillon, on a vu qu'il y avait 62% des répondants qui étaient d'accord avec le fait que oui, les infirmiers doivent se faire vacciner. Mais ces mêmes personnes, elles pensent que cette idée, cette opinion, elle n'est partagée que par, en moyenne, 55% des infirmiers. Donc, c'est cette différence entre 55% et 62% qui est statistiquement significative, qui nous permet de dire qu'on est en présence d'ignorance pluraliste. Et quelle est la prévalence de cette ignorance pluraliste? On peut la voir grâce à ce graphique. Donc ici, ce graphique, ça représente la distribution d'une différence entre deux choses. Donc la différence, d'une part, entre la croyance sur le pourcentage d'infirmières qui sont d'accord avec cette proposition, donc vraiment mon attente normative, et la réalité, c'est-à-dire 62%. Et donc cette différence, elle est négative quand les personnes sous-estiment l'adhésion à cette proposition que les infirmiers et les infirmières doivent se faire vacciner. Et on voit donc, encore une fois, ce qui nous permet ces graphiques nous permettent de montrer qu'il y a une vraie hétérogénéité dans les croyances, mais que tout de même, 64% des personnes sous-estiment l'accord réel avec cette proposition, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont sous cette ligne en pointillé ici. Donc, voilà un résumé juste des résultats sur l'ignorance pluraliste. Donc, on est en présence, on identifie ici de l'ignorance pluraliste et ça semble être un phénomène qui est assez important parce que c'est constaté auprès de 64% des répondants, ce qui laisse entendre qu'on pourrait essayer de corriger les attentes normatives pour augmenter le recours à la vaccination. Comme je vous l'ai dit, on a essayé sur d'autres groupes de référence. Donc, le graphique à gauche, c'est celui que je vous ai déjà montré, mais en beaucoup plus petit, donc on ne reconnaît pas grand-chose, mais c'est le même. Et on a demandé aussi aux répondants, c'est quel pourcentage de médecins allaient être d'accord avec la proposition « les infirmières doivent se faire vacciner ». Eh bien, on a une encore plus forte proportion de médecins qui, selon eux, vont être d'accord avec cette proposition. Donc là, en moyenne, c'est 73%. Et en population générale, ça va être 67%. Donc, disons que selon les répondants, l'opinion est beaucoup d'adhésion à cette proposition est beaucoup plus forte chez les médecins à la population générale que chez les infirmiers et les infirmières eux-mêmes. Et ces différences, ces pourcentages sont statistiquement significativement différents. Alors, qu'en est-il des attentes empiriques? Qu'est-ce qu'elles pensent et qu'est-ce qu'ils pensent de ce que les autres infirmières font? Donc, ils pensent que 51% des infirmiers sont vaccinés, ce qui est encore une fois inférieur à ce qu'on voit en France, selon les chiffres de la Santé publique France et de la HS, mais bien inférieur à ce qu'on voit dans notre échantillon. Donc, la question de savoir si un problème de coordination va quand même vraiment dépendre du taux de vaccination qu'on prend en référence. Et bien sûr, il s'agit de faire attention aux effets potentiellement contre-productifs si on prenait le 22%. Les attentes empiriques pour les autres groupes de référence sont les suivants, donc très similaires pour les médecins. Et en réalité, pour la population générale, ils sont vraiment pas loin, parce que c'est à peu près 50% de taux de couverture vaccinale pour la population générale. Maintenant que je vous ai présenté toutes ces croyances factuelles et normatives, l'idée, c'est de voir le lien avec la vaccination. Et je vous rassure, il me reste 2 tableaux et un graphique. Donc, ici, c'est une régression en probabilité linéaire sur la vaccination. Donc, les coefficients que vous voyez ici s'interprètent comme des effets marginaux. Et vous voyez que lorsqu'on inclut toutes ces-là, c'est que les croyances factuelles. Vous avez que le gain en jours de rétablissement pour le répondant lui-même qui est statistiquement significatif et qui s'interprète de la manière suivante. Un jour de plus, un jour de moins, pardon, pour me rétablir de la grippe est associé avec une augmentation du taux de vaccination de 3,8 points de pourcentage.
Les autres éléments sur que ce soit les effets secondaires ou les risques d'avoir la grippe ne sont pas du tout associés dans ce modèle avec la vaccination. Donc, exclure l'intention de vaccination ou ajuster pour des facteurs sociaux démographiques ou de santé ou des types d'exercices ne change absolument pas nos résultats. Et d'ailleurs, c'est pas ou, mais c'est et, en les mettant tous ensemble. Que se passe-t-il sur les effets des attentes, qu'elles soient normatives ou empiriques, et du groupe de référence? Et là, je pense que c'est un résultat très, enfin, en tout cas, nous, avec James, qui nous a beaucoup intéressés, qui était qu'en fait, si je pense que beaucoup d'infirmières et d'infirmiers pensent que les infirmiers doivent se faire vacciner, alors ça a une influence positive sur la vaccination. En revanche, si je pense que la population générale pense que oui, il faut absolument que les infirmiers et les infirmières soient vaccinés, alors ça réduit mon recours à la vaccination. Donc on pourrait avoir un effet néfaste ne laisser entendre que la population générale attend ou considère que les infirmiers ont le devoir de se faire vacciner. Alors, par contre, le fait que les docteurs puissent penser que les infirmiers soient vaccinés n'a absolument aucun effet sur la probabilité de vaccination. Et on ne voit pas non plus d'effet des attentes empiriques. Encore une fois, l'opinion des autres infirmiers semble importante, celle des médecins, pas du tout. Et on risque d'avoir une réaction négative à l'égard de l'opinion partagée par le grand public. Et nos résultats ne sont pas sensibles aux changements que j'ai précisés juste avant. Si on met tout ça ensemble, on voit que les résultats ne bougent pas dans ce modèle qui est à gauche de la ligne. À droite, ici, on change juste une chose, c'est qu'on inclut la norme personnelle. Donc, est-ce que je pense, moi, qu'il faut que les infirmières doivent se faire vacciner? Et là, on a un effet massif de cette variable ici, qui vient complètement grignoter l'effet qu'on observait sur les attentes normatives des infirmiers, parce que ces deux variables sont extrêmement corrélées. Et donc, on voit même que la part de la variance qui est expliquée par le fait d'ajouter la norme personnelle dans le modèle, ça double la part de la variance expliquée par le modèle. Donc, c'est un fort pouvoir explicatif de la norme personnelle. Donc, est-ce que ici, dans cette norme personnelle, on capte des dimensions qui seraient de l'ordre de la responsabilité professionnelle, comme ça a été montré dans d'autres études en France chez les infirmiers et les infirmières? Il me semble complètement possible. On garde quand même l'idée qu'on pourrait attendre une réaction négative si le grand public mettait en avant que les infirmiers devraient être vaccinés. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe en termes de soutien aux politiques publiques en faveur de la vaccination? Donc, et c'est le dernier graphique, on leur a demandé est-ce que les infirmiers et les infirmières étaient en faveur de ces politiques. Donc, c'était de 13 en faveur à 13 en défaveur. Donc, on recommence avec le statu quo, qui est la recommandation telle qu'on l'a aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui regroupe le plus de voix, entre guillemets, suivi par l'obligation partielle. Donc, ici, obligation partielle, c'est que l'obligation vaccinale soit que lorsqu'on est en contact avec des patients qui sont à risque de complications pour la grippe et qui semblent récolter le plus d'adhésion, autour de 63%. En revanche, l'obligation, sans surprise, n'est pas du tout soutenue par les répondants. Et encore pire que l'obligation, les incitations financières. Alors ça, c'est ma grande surprise. Les incitations financières, c'est le fait d'offrir des récompenses financières conditionnelles au fait de s'être fait vacciner. Et donc, je travaille beaucoup sur les incitations financières, donc j'étais curieuse de savoir. Et donc là, on peut quand même se dire que ce serait, il y aurait peu d'adhésion à un système où on proposerait des incitations financières. En conclusion, les interventions qui pourraient être testées à l'issue de ces résultats, donc ce serait à la fois des informations factuelles ou normatives pour corriger l'ignorance pluraliste et d'éviter absolument les incitations financières semblent être suggérées par nos résultats. Évidemment, cette recherche est limitée par la non-représentativité de l'échantillon sur lequel on se passe et aussi par le fait que là, jusqu'à présent, on regarde des corrélations.
D'accord? Et il est tout à fait possible qu'il y ait des phénomènes de corrélation inverse. Alors, comme je suis vaccinée, je me raconte l'histoire de pourquoi je me suis vaccinée. Il y a aussi des variables qu'on ne mesure pas. Et donc là, ça peut tout à fait fausser nos résultats et on ne peut pas du tout interpréter ce qu'on vient de dire comme des effets causaux. En revanche, c'est tout à fait la direction qu'on souhaite prendre. Et donc, le travail à venir ici, c'est des expériences aléatoires où on donnerait de l'information factuelle et normative pour voir comment ça ferait changer les comportements. Et nous, notre intention, c'est de le faire dans des instituts de formation en sang infirmier avec lesquels on travaille déjà et de mettre en œuvre ces expériences aléatoires dans l'année à venir. Il s'agit aussi de regarder quelle est la source de l'information à utiliser. Parce qu'une fois qu'on donne de l'information, il faut quand même dire éventuellement d'où elle vient. Et donc là, il s'agit quand même d'étudier plus finement la confiance dans l'information et dans les institutions. Donc ça, c'est des variables qu'on n'a pas encore mobilisées dans le cadre de ce travail et de s'intéresser aussi aux déterminants de l'adhésion aux politiques publiques en faveur de la vaccination, où on a beaucoup de choses sur les déterminants de l'adhésion à l'obligation, mais peu sur les autres types de dispositifs qui existent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serais ravie d'entendre vos questions et la discussion de Pierre. Merci beaucoup pour cette passionnante présentation. Je vais passer la parole à Pierre pour un premier retour et pour lancer les débats. Merci Jérémy, vous m'entendez correctement? Oui. Ok, j'espère que ça va durer. Merci Léontine, vraiment cette présentation m'a vraiment beaucoup intéressé. Merci du coup aussi Patrick et Jérémy m'avoir donné l'occasion d'être discutant en première instance de cette super présentation. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a beaucoup intéressé? Bon, d'abord parce que en fait elle porte sur les infirmiers. Je motive un petit peu mon intérêt, qui est une communauté de professionnels sur lesquels on travaille dans le cadre du projet ICOVAC avec Hugo Touzet, avec Anaïs Le Breton, avec plusieurs personnes, avec Patrick et avec Jérémy. C'est une profession qui est vraiment en pleine mutation, dont les rôles, les responsabilités évoluent très très vite depuis quelques années et notamment en matière de vaccination. Donc vraiment, c'est une profession en mutation et à ce titre-là, est déjà extrêmement, enfin, c'est déjà très, très intéressant de se pencher sur elle. Et puis ensuite, parce que votre présentation a vraiment le grand mérite de clarifier un certain nombre de concepts autour des normes sociales. J'ai vraiment bien aimé votre présentation en début d'introduction sur ce que la théorie nous dit de la façon de penser les différents types de normes et d'attentes sociales. Et puis, d'ailleurs, ça répond d'une certaine manière, mais vous avez cité l'un de ces travaux, à plusieurs publications récentes en France, certainement ailleurs aussi d'ailleurs, notamment de l'équipe de Judith Muller, qui, vous en avez parlé tout à l'heure, montre une influence notable sur les attitudes et comportements vaccinaux des professionnels de santé de ce qu'ils appellent le conformisme social, donc, auquel vous avez fait allusion. C'est l'article de Moirangem notamment. Et qui montre d'ailleurs en fait un impact extrêmement important, de façon assez surprenante quand j'ai vu ça pour la première fois, par rapport à toutes les autres variables qui peuvent être mises dans leur modèle. Alors, votre travail m'a aussi beaucoup intéressé parce que on travaille justement avec Judith sur comment essayer de mieux se préparer à de futures crises épidémiques et comment réfléchir et anticiper les questions d'acceptation, de contre-mesures. C'est un très vilain terme jargonneux pour dire mesures de protection en fait qui sont mises en place dans ce type de situation-là. Et dans ce cadre-là, on est tombé sur une revue, enfin un article de la revue Nature, qui a été publié en début d'année, qui est une revue de littérature énorme, faite par pratiquement 150 chercheurs, et qui soulignait, cherchait à regarder quels sont les types de mesures qui peuvent avoir une influence sur l'adoption de comportements de protection en cas de crise.
et qui soulignait que la combinaison d'une approbation sociale, alors bon, c'est pas exactement ce que vous avez dit, mais enfin, ça ressemble quand même beaucoup à ces questions de normes sociales, et de normes prosociales. Alors là, ça, vous n'avez pas abordé ça, mais c'est aussi un sujet qui est quand même pas loin, était le facteur le plus amplement et le plus fortement associé à l'adoption de comportements de prévention lors d'une crise sanitaire. C'est parmi tous les autres qui ont pu être étudiés et qui recouvrent beaucoup d'éléments qui peuvent être étudiés dans des recherches interventionnelles. Alors, c'est une perspective assez intéressante, enfin, qui mérite certainement d'être approfondie, puis c'est ce que vous faites, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'évidemment, bah, la question qu'on se pose, et donc moi je suis plutôt sur le versant santé publique, au cas où vous ne l'auriez pas détecté dans la façon de me présenter, c'est là le moindre de mes défauts. Et évidemment, un des enjeux pour la santé publique, c'est dans la perspective d'une crise sanitaire, c'est comment renforcer ces normes, à la fois en temps de paix et puis en temps de crise, ou en tout cas faire en sorte qu'en temps de crise, ces normes ne se dilatent pas, ne se dissolvent pas, de même que pour la confiance d'ailleurs. Par quel type d'intervention aussi, c'est une des questions essentielles. Donc, c'est une des problématiques à laquelle vous vous intéressez sous l'angle des politiques publiques. Et puis, c'est une problématique qui est finalement pas tellement abordée dans les revues de littérature. Alors, j'ai regardé ça un peu vite hier et j'ai trouvé plusieurs revues de littérature, mais cette question, effectivement, des normes sociales est vraiment pas abordée dans ce que j'ai pu lire, ou enfin, de façon très, très partielle. Donc, du coup, j'ai trouvé que votre présentation apporte des éléments nouveaux, des résultats nouveaux, pour nourrir cette réflexion amont dont on a besoin pour fonder la recherche interventionnelle, ou en tout cas l'évaluation de politiques publiques, ou construire des politiques publiques dans le domaine de la vaccination, chez les professionnels de santé, et puis que ça peut apporter éventuellement un éclairage sur d'autres aspects que la vaccination aussi. Donc voilà pour une introduction peut-être un petit peu longue. Je voulais saisir donc l'occasion de faire quelques remarques et surtout de vous poser quelques questions. La première remarque, moi j'ai été vraiment extrêmement surpris par les taux de vaccination que vous nous rapportez chez les professionnels de santé, parce qu'il me semblait qu'après la pandémie H1N1, on avait quand même, au bout de quelques années, réussi à atteindre des taux qui étaient bien plus élevés que ça. Je vois que manifestement, ça a baissé. Je pense que ça doit être quand même une image qui correspond essentiellement aux professionnels qui sont dans des établissements, parce que de mémoire, et si je me rapporte à une période qui quand même remonte à un peu plus de 5 ans, en milieu libéral, les taux de vaccination des infirmiers sont quand même 2 fois plus importants que ce que vous nous avez montré là, enfin, étaient, donc peut-être que c'est plus vrai, hein. Et puis, quand on regarde les taux de vaccination chez les médecins généralistes de ville, on est à des niveaux qui sont bien supérieurs à ceux de l'hôpital, on est autour de 70%. Donc, voilà, on peut peut-être avoir quand même encore, mais c'est une question que je vous adresse, des grosses différences de couverture vaccinale selon le milieu dans lequel les professionnels, et en particulier les infirmiers, travaillent. Après ça, j'ai vraiment une question, alors je me permets, j'ose une question un peu méthodologique, mais c'est vrai que je me suis posé des questions sur la mesure des normes sociales, et je me suis demandé à quel point la mesure de normes personnelles, et peut-être surtout celle des attentes normatives, et des attentes empiriques d'ailleurs aussi. On a déjà utilisé, nous, avec Patrick, dans le cadre d'un projet Coconel, des questions qui ressemblaient beaucoup à celles que vous avez posées quant aux attentes empiriques notamment. Et je me suis demandé à quel point les questions qu'on utilise pour faire ça, elles conduisent à des résultats qui sont fiables. Alors, je cherche pas à la petite bête, mais je me suis notamment demandé, parce qu'on demande aux gens de se prononcer sur ce qu'ils pensent de ce que d'autres pensent. Donc, c'est quand même un peu tordu. Et je pense que c'est quand même pas totalement anormal de se demander si les réponses qu'on obtient sont vraiment fiables. Un premier indice, c'est qu'on voit quand même une très très forte dispersion des réponses. Donc ça peut vouloir dire quand même que les gens ne sont pas complètement à l'aise pour répondre à ce type de questions. Et puis une des questions qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ces réponses sont vraiment stables ou reproductibles?
Est-ce que si on mesure ça à l'instant T, et puis qu'on mesure ça, je ne dis pas 5 ou 10 minutes après, mais quelques jours après, on va retrouver les mêmes niveaux de réponse. Et puis aussi, autre question, est-ce qu'il y a eu des travaux de validation parce que tout ça, ça renvoie finalement à la validation des questions et des questionnaires qui sont utilisés pour ça. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui existent, mais je ne les connais pas bien. Mais est-ce qu'il y a eu des travaux de validation cognitive? Je pense que la démarche de la validation cognitive, elle est quand même essentielle pour savoir, quand on pose des questions quantitatives comme ça aux gens, si ils répondent bien dans le sens de ce qu'on souhaitait, non pas qu'ils répondent, mais qu'ils comprennent de la question. Donc les travaux de validation cognitive, et puis des tests, retests, est-ce que c'est des choses dont on dispose pour documenter la fiabilité de ces questionnaires? Alors, si on en vient aux résultats que vous présentez, je les ai trouvés tout à fait passionnants, hein. Et notamment ceux sur l'ignorance pluraliste, j'ai trouvé ça assez fascinant, sa prévalence élevée, même si le côté un peu mathématique dans lequel vous faites une soustraction entre un niveau et un autre niveau est peut-être un petit peu justement trop mathématique, parce qu'on peut imaginer quand même qu'il y a une certaine latitude et que selon qu'on est très strict ou selon qu'on l'est beaucoup moins, on va trouver des niveaux de prévalence qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais enfin bon, c'est vraiment un micro-détail. Mais je me suis demandé si, parce qu'il ne me semble pas l'avoir vu dans le modèle de régression que vous nous posez à la fin, vous aviez essayé de tester justement cette variable qui mesure l'ignorance pluraliste, et si vous l'avez fait, avec quelle hypothèse en tête? Donc ça, c'est une première question que je me posais à propos de votre modélisation. Euh, Ensuite, vous nous montrez un certain nombre de résultats qui sont à la fois extrêmement intéressants et en même temps, d'une certaine façon, peut-être un peu surprenants aussi. Vous montrez que les attentes normatives des infirmiers qui sont liées à la population sont négativement associées à la vaccination contre la grippe, si je ne me suis pas trompé. Vous corrigerez hein, éventuellement, mais c'est dans le modèle, le moins 0,007, hein. Ça n'a rien à voir avec James Bond. Je trouve cela, moi, tout à fait intéressant, mais je me demande comment ça peut être interprété. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, ça m'a évoqué, mais vous me direz ce que vous en pensez, quelque chose qui n'est pas sans rappeler la réactance. Mais est-ce que c'est vraiment une réaction de... Est-ce que c'est vraiment une réactance? Je ne sais pas, je vous pose la question, je souhaite avoir vos lumières là-dessus. Vous montrez aussi que les attentes normatives qui sont liées aux médecins n'ont aucun impact. Alors ça aussi, je trouve ça pas du tout intuitif, en fait, comme résultat, et assez surprenant, mais peut-être que, en fait, pour vous, c'est très intuitif. Et je me suis demandé si ce résultat-là, il était le même que vous regardiez les infirmiers libéraux ou les infirmiers salariés, dont les relations et les rapports avec le corps médical sont quand même pas tout à fait de la même nature. Enfin, l'infirmier libéral n'est pas, entre guillemets, sous l'autorité, la hiérarchie, voire, en poussant un peu le bouchon, la tutelle d'un médecin, ou d'un corps médical dominant. Je me suis demandé aussi d'ailleurs si, quand on regarderait, mais enfin là, vous n'avez pas forcément l'échantillon qui permet de répondre à ça, mais peut-être que vous avez quand même posé la question, si on regardait ça dans le milieu hospitalier, on ne trouverait pas un effet service, parce que les relations entre les médecins et les infirmiers, et d'ailleurs les aides-soignantes aussi, peut être extrêmement différente de façon globale, en termes d'organisation, en termes de qualité relationnelle, en termes de respect des autres, en termes d'esprit d'équipe, d'un service à l'autre. Et que peut-être la nature de ces types de relations-là, qu'il s'agisse de relations générales dans l'organisation du service ou de ce qui se passe autour de la vaccination, ça pourrait avoir une influence sur le résultat que vous nous montrez. Ben voilà, je pense que je vous ai posé toutes les questions qui me paraissaient raisonnables de vous poser en pas trop de temps. Voilà. Donc si vous pouviez apporter quelques éléments de réponse, j'en serais absolument ravi. Mais encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. Mais merci à vous pour avoir fait ce que j'ai oublié de faire, c'est-à-dire de justifier pourquoi on s'intéressait aux infirmiers et aux infirmières. Et je vais donc répondre à vos questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées.
Donc, effectivement, le taux de vaccination est rapporté par Société Santé publique France et la HS est assez faible. Il a diminué depuis avant euh, le Covid. C'est effectivement des mesures qui sont que dans les établissements de santé. Donc, ça exclut les professions libérales. Et donc, si on avait des informations sur les professions libérales, peut-être que le taux de couverture vaccinale serait plus élevé. Et je pense que mon échantillon est sélectionné, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont décidé d'accepter de participer à une enquête sur la vaccination. Peut-être que ça auto-sélectionne beaucoup plus des personnes qui sont en accord avec la politique vaccinale, qui sont en accord avec la recommandation et se sont fait vacciner. Pour votre deuxième remarque sur la mesure des normes, donc la question méthodologique, donc à ma connaissance, il n'y a pas de mesure validée, mais il faut que je vérifie si cette échelle a été validée avec test, retest, etc. Ça, je ne sais pas. En revanche, bien que je sois complètement d'accord avec vous que c'est une question assez tordue et potentiellement très difficile d'y répondre, la raison pour laquelle on estime qu'on a quand même confiance dans ces réponses, c'est que ce n'est pas une mesure en niveau. En fait, nous, on l'utilise de manière relative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'attente normative des uns par rapport aux autres. Et donc on estime que ce n'est pas vraiment le niveau qui compte, mais plus les réponses des uns par rapport aux autres. Et le fait que les réponses soient très hétérogènes et qu'on observe beaucoup de variances dans la mesure, pour nous, est justement pas forcément le signe que la question n'a pas été comprise. Par exemple, on aurait beaucoup plus de doutes sur la qualité des réponses si on avait 80% des répondants qui avaient répondu 50% tous au centre. Là, c'est vraiment le signe qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire de cette réponse, de cette question et qu'ils répondent un peu au hasard. Donc, mais il n'empêche que je suis d'accord qu'il faudrait des travaux pour valider ces échelles. Ce pas des questions qui viennent d'échelles psychométriques, enfin, ou en tout cas qui viennent de la discipline des health psychologists qui sont quand même assez carrés sur ce genre de questions en Ouais, règle générale. non, ça vient vraiment en fait des questions dans l'étude des normes sociales chez Bicchieri. C'est vraiment, on a repris ce qui est utilisé par ces chercheurs-là. Mais ça vaudrait complètement. Il n'est pas impossible qu'ils aient fait des études de validation que j'ignore complètement. Ensuite, vous interrogez l'ignorance pluraliste comme donc la question était est-ce que effectivement l'ignorance pluraliste, donc c'est-à-dire sous-estimer la part des individus qui sont en accord avec le fait que les infirmières doivent se faire vacciner, est-ce que ça prédit ou en tout cas est-ce que c'est corrélé avec la vaccination? Donc c'est un modèle que j'ai fait et par contre là je ne me souviens plus du résultat. En revanche, l'hypothèse qu'on peut faire et que moi je voudrais tester, c'est effectivement, est-ce que quand ils sous-estiment, ça diminue le recours à la vaccination? D'accord? Mais donc, c'est quelque chose qu'on compte complètement faire et que j'avais fait, et là, je ne me souviens plus malheureusement. Alors, sur l'effet de la population générale, donc l'effet que vous avez, qui vous interroge, est celui qui est le suivant. Alors, les infirmiers et les infirmières interrogés dans le cadre de cette enquête, on leur demandait, selon vous, quelle est la part de la population générale qui est en accord avec le fait que les infirmiers et les infirmières soient vaccinés, enfin, doivent, d'accord, il y a cette histoire de devoir, doivent se faire vacciner contre la grippe. Et donc, en fait, plus cette part de la population générale qui est d'accord avec cette proposition est importante, moins le recours à la vaccination est important. Donc, il y a effectivement cette idée d'un effet néfaste. Est-ce que c'est de la réactance? J'y avais pas du tout pensé, donc pourquoi pas? Là-dessus, je suis tout à fait ouverte à cette interprétation. La manière dont on le voyait, c'est ça, c'est-à-dire s'imaginer qu'en fait, l'idée que la population qu'on aide à travers notre métier, nous demandant plus s'attend à ce qu'on ait ce devoir d'aller se faire vacciner, nous éloigne en soi de la vaccination. Si vous permettez, d'ailleurs, en fait, Bien la sûr. question n'est pas bien formulée, c'est que ce n'est pas en soi de la réactance, mais c'est
que se servir de ce ressort, entre guillemets, psychologique ou psychosocial, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, ça risquerait, dans des interventions, de provoquer de la réactance. Parce que Oui, oui. ça serait envoyer une sorte de message aux infirmiers qui serait Mm. interprété de manière négative et qui pourrait du coup provoquer une réaction de repli par rapport à la vaccination qui serait la réaction absolument inverse de celle qu'on cherche à obtenir en fait, et qu'on trouve dans des phénomènes de réactance effectivement avec des messages bien ficelés Mm. qui finalement repoussent dans leur retranchement des gens très hésitants et qui deviennent encore plus hésitants. D'accord. Oui. Oui, oui, je pense que c'est... Alors, évidemment, on est sur des corrélations, etc., mais c'est ce qu'on imagine qu'il pourrait se produire. Euh, Je n'ai pas regardé si... Alors, il est tout à fait... Donc, on ne trouve pas d'effet de ce que pensent les médecins. Mais il est possible qu'en fait, derrière cet effet qui est égal à zéro, en fait, il y a deux effets qui aillent dans deux sens inverses. Une partie de la population pour qui ça a un effet positif et une partie de la population pour qui ça a un effet négatif. Et ces deux types de sous-populations pourraient tout à fait être les infirmiers, les infirmières libéraux et les infirmiers, les infirmières, par exemple, salariés à l'hôpital. Donc, effectivement, on n'a pas un échantillon énorme, mais on pourrait regarder un peu plus finement si derrière cet effet qui est égal à zéro, on trouve effectivement en fait une hétérogénéité dans la relation entre l'attente normative chez le groupe des médecins et la vaccination. Et alors, évidemment, on aimerait beaucoup pouvoir avoir une analyse plus fine sur le type de service. C'est une information qu'on a, mais évidemment, on n'a pas du tout la puissance statistique pour pouvoir mener des analyses aussi détaillées. Mais si on avait l'occasion de refaire une enquête représentative de la population des infirmiers et des infirmières à grande échelle, je vous assure Vous qu'on dites ça pourrait... purement par hasard, hein, Voilà, manifestement. exactement. Bon, merci pour vos réponses, en tout cas, oui, très circonstanciées. Merci bien. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Maintenant, on va prendre quelques questions dans la salle virtuelle. Ah, j'ai vu une main se lever. Patrick. Pour l'instant, voilà, bah, Patrick, je te laisse. Donc, on a Patrick puis Hugo. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être extérieures au projet ICOVAC? Parce que nous, on se connaît entre nous et on aimerait bien entendre d'autres voix. Donc, en tout cas, je passe la parole à Patrick. N'hésitez pas à lever la main. Oui, bonjour Clémentine. Merci pour votre intervention. Et alors, désolé, je commence par m'excuser parce que j'ai raté le début. J'ai eu un petit problème mécanique. Je suis resté enfermé dehors. Bref, heureusement, grâce à l'enregistrement, je pourrais rattraper ce que j'ai raté. J'ai trouvé ce que vous avez présenté très intéressant et je vais juste vous poser deux questions. Euh, la première, en lien avec les interprétations qui sont possibles à faire de vos résultats, vous avez noté vous-même que ça vous avait surpris le fait que les incitations financières à la vaccination soient plutôt jugées négativement par les infirmiers. Je me rappelle que pendant la campagne de vaccination contre la Covid, il y a des incitations de ce type-là qui ont été prises dans d'autres pays que la France et qu'effectivement, il me semble qu'en France, on avait un regard un petit peu critique là-dessus. Donc, je voulais savoir comment vous interprétiez ce résultat et est-ce que c'est quelque chose de culturel et qui s'observe pas forcément dans d'autres contextes, si jamais il y a des études sur le sujet. Et puis la deuxième question que je voulais vous poser, en fait, c'est au niveau de votre conclusion. Donc, vous évoquez la suite de vos travaux et donc notamment le fait de réaliser des expériences aléatoires. Et je voulais juste savoir si vous pouvez nous en dire plus sur le type de dispositif que ça implique. Est-ce que ça veut dire qu'on interroge les personnes dans un contexte particulier pour observer leur réaction ou est-ce qu'on les lâche dans la nature, entre guillemets, pour observer leur réaction avec un délai temporel? Voilà, j'aurais voulu en savoir plus sur le type de recueil de données que ça impliquait. Merci. Est-ce que je peux directement répondre? Oui, oui, Ah, oui, moi, j'ai oui, fini. d'accord. Je ne sais pas la procédure. Euh, Merci pour ces questions. Alors, effectivement, pour les incitations financières, alors ça fait longtemps que je travaille sur le sujet et donc on est évidemment, quand j'ai dit que j'étais surprise par rapport à l'obligation.
Je n'étais pas surprise qu'il y ait une opinion mitigée. C'était vraiment la comparaison entre l'obligation vaccinale et qui était qui était quand même mieux favorisée que les incitations financières. Et donc, évidemment, les incitations financières posent tout un tas de questions éthiques que, par ailleurs, on étudie avec un autre groupe de recherche plus en détail, mais des incitations financières pour les patients. Et donc, en fait, un peu traditionnellement, les incitations financières en tant que motivation extrinsèque viennent attaquer, en fait, les motivations intrinsèques qui seraient, par exemple, l'altruisme, le fait de se faire vacciner pour les autres ou par devoir. Et donc, serait vu comme déposséder les personnes des motivations intrinsèques qui leur permettent qui les incitent à se faire vacciner. Il y a aussi une littérature qui explique que les incitations financières jettent un doute sur l'efficacité des dispositifs qu'on encourage. C'est-à-dire que si on est obligé de payer pour que les personnes aillent se vacciner, c'est qu'il doit bien y avoir un problème avec la vaccination. Et que se passe-t-il une fois qu'on arrête de payer? Donc voilà, il y a ces dimensions qui sont assez présentes dans la littérature. Il y en a d'autres, mais ça relève vraiment d'une analyse éthique assez poussée. Donc, bon, je suis surprise par rapport à l'obligation vaccinale, mais je ne suis pas surprise en soi. Sur les expériences aléatoires. Donc là, évidemment, ça dépend, la possibilité de mettre ça en œuvre dépend de succès dans des appels à projets. Et donc, ce qu'on a en tête, d'une part, ça pourrait se passer dans les IFSI, où là, donc moi, je travaille à la fois enfin, je suis associée à l'Université de Lille, donc c'est dans les Hauts-de-France. Et donc, cette enquête a été menée, celle que je vous ai présentée aujourd'hui, a aussi été menée dans des IFSI. Et donc, on pourrait, en fait, en discutant avec les IFSI, ce qui a déjà été fait, faire en sorte de faire des interventions informationnelles, donc sous forme de petites vidéos ou juste d'infographies pour corriger, typiquement, essayer de corriger une croyance. Et donc, voir déjà, premièrement, si ça modifie la croyance. Mais évidemment, on s'intéresse à la vaccination. Et ici, en fait, l'idée, c'est de faire un partenariat avec l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui, en gros, vient attendre à la sortie les étudiants le même jour, à la sortie de l'enquête, et leur propose d'aller se faire vacciner. Donc ça, c'est une possibilité. Donc moi, je ne pourrais pas vraiment savoir qui se fait vacciner ou pas, parce que ça, c'est évidemment confidentiel. Par contre, ce que je peux faire dans le cadre de mon enquête, c'est leur dire, voilà, demain ou après-demain, quelqu'un va venir vous proposer d'être vacciné dans l'institut de formation. On a besoin de savoir du nombre de doses, le nombre de doses dont on a besoin. Est-ce que vous voulez vous inscrire pour vous faire vacciner? Donc, l'idée, c'est d'essayer de s'approcher de la vaccination qu'on observe, et de s'éloigner du déclaratif. Et donc là, on se retrouverait à peu près à mi-chemin, parce que ça permettrait, en fait, de forcer les personnes à s'engager pour quelque chose. Donc, en s'inscrivant sur la liste, ils s'engagent dans une vaccination. Alors après, ils peuvent toujours ne pas venir 2 jours plus tard pour la vaccination, mais c'est quand même mieux que juste le déclaratif. D'accord. Et par contre, du coup, ça veut dire qu'on suppose que l'effet de l'intervention est immédiat. Enfin, il doit être immédiat pour que ça influence leur réponse. Alors, donc effectivement, il y a toute la question de ces interventions, c'est l'effet à court terme et à long terme. Donc, il nous semble que pour nous, ça a du sens. Parce que de toute façon, les campagnes de communication sont faites au moment de la campagne de vaccination. Donc, c'est toujours à court terme. Donc, il y a cette cohérence-là. Après, la question, c'est est-ce qu'en fait, du coup, ça marche aussi pour l'année d'après? Et ça, c'est l'autre intérêt de faire ça en IFSI. C'est que ces personnes sont pendant 3 ans dans un institut. Donc, on peut faire des interventions. Il y a un écho. On peut faire des interventions, par exemple en 2e année, et voir ce qui se passe en 3e année pour les étudiants qui restent dans la formation. Donc, effectivement, l'effet de changer, disons, si on change, voilà, si l'idée c'est de changer la norme sociale à l'égard de la vaccination, la question de l'effet de long terme est effectivement extrêmement pertinente. Donc ça, ce serait pour ce qu'on pourrait faire en IFSI.
Évidemment, on voudrait pouvoir faire ça dans des établissements de santé ou dans des EHPAD, mais ici, ça revêt une dimension pour mesurer la vaccination qui est beaucoup plus difficile, mais aussi pour faire passer les questionnaires. C'est-à-dire que ça suppose d'aller dans les services, suivre un peu tout le monde, etc. Donc c'est, à mon sens, pas impossible, mais quand même plus difficile de mettre ça en œuvre. Et là, le côté de long terme me paraît quand même assez peu envisageable. Merci. Alors, je suis tout à fait ouverte à vos suggestions, hein, si vous avez des idées pour mettre ça en œuvre. Hugo, tu es suivant, ensuite ce sera Léo Donzel et puis Oui, ok. Merci beaucoup. Vraiment, cette présentation était hyper intéressante et très complémentaire avec ce que nous, on peut faire par ailleurs. En fait, je serai très court parce que j'avais une question sur les incitations financières. Vous y avez beaucoup répondu dans la réponse à Patrick. J'avais juste une question très factuelle sur le panel utilisé, B3 Santé Pro. Est-ce qu'il s'agit de panels entre guillemets professionnalisés? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui sont inscrits de manière régulière déjà, ou est-ce que c'est une boîte qui va chercher des professionnels pour l'occasion? Donc ça, puisque ça peut peut-être expliquer une partie des choses. Et donc, ça, c'était ma première question. Et l'autre, c'est plus une remarque, mais comme Pierre, j'ai un peu bondi, ça m'a vraiment interrogé quand vous présentez l'affluence ou plutôt l'absence d'influence de l'opinion des médecins dans le modèle qui n'est pas contrôlé par la norme personnelle. Moi, tout de suite, je me suis dit, pareil, qu'il y avait peut-être une explication par le biais volontaire de l'échantillon, c'est-à-dire d'avoir surreprésenté les infirmières libérales à hauteur de 50%, alors qu'elles sont moins nombreuses dans la réalité. Et c'est une vraie question intéressante parce que nous, ce qu'on travaille derrière, et je pense que c'était un peu aussi ce que Pierre avait en tête, c'est que bon, il y a l'hypothèse de l'information qui explique l'adhésion à la vaccination. On a aussi des fortes hypothèses sur les expériences de travail. Et c'est ça qui, je pense, nous a surpris tous les deux. C'est cette idée qu'il n'y ait pas d'effet des médecins, ce serait qu'il n'y ait pas d'effet, ou peu en tout cas, des rapports de travail à l'intérieur de ça. Donc là, voilà, moi, c'était plus une remarque. Vous y avez déjà évidemment en partie répondu, mais si vous avez des choses à dire un peu sur ces questions de rapport au travail, ça m'intéresse de vous réentendre un peu là-dessus. Mais merci beaucoup encore pour cette présentation. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, c'est un panel qui est un panel mélangé de personnes qui sont allées chercher et des personnes qui sont venues les voir. Donc, je ne sais pas qui est qui là-dedans. Par contre, personne n'est venu les voir, enfin, ils ne sont allés chercher personne pour moi spécifiquement. C'est dans l'histoire de la construction du panel que ça s'est fait comme ça. Alors, pour l'opinion des médecins, effectivement, je vais regarder ce qui se passe chez les salariés. J'ai tout un tas de variables dont je n'ai pas parlé sur est-ce qu'ils pensent qu'ils ont une pression de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, de la part des médecins avec lesquels ils travaillent, de la part des infirmiers et des infirmières avec lesquels ils travaillent. Donc, je pense que ça va venir dans une deuxième étape parce que pour essayer de mieux documenter, en fait, effectivement, les rapports de travail et la vaccination. Mais il me semble que c'est peut-être même une question secondaire, en fait, dans ce qu'on fait. Enfin, disons pas secondaire au sens de l'importance, mais secondaire au sens explicatif des résultats qu'on trouve déjà. Voilà, j'ai été très brève. Merci pour ces questions. Merci beaucoup. Et du coup, vous pouvez revenir quand vous voulez présenter la suite. Ah oui, Vous mais avec grand plaisir. donc il y a Léo Donzel Godino qui avait levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je me présente, moi, Alors là, on ne vous entend plus. vous m'entendez plus, là. Super. Euh, alors, attendez. Là, ça va, là, ça va. Ça va. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui prend mon fond, du coup. Oui, je suis pharmacien au CHU de Bordeaux, je suis responsable de service de prévention, qui a notamment participé au fait de faire des campagnes de vaccination, faire des campagnes de vaccination grippe. Et Je suis désolé, là, on vous entend vraiment, vraiment très, très difficilement. On a compris campagne de vaccination, on a entendu pharmacie, mais c'est à peu près tout. Ouais. oui, tester autre chose. Est-ce que Ah vous là, Là, c'est ça a m'entendez? bien. l'air d'être bien. Ouais. Là, c'est mieux? Bon, bah, Oui. c'était Ouais. mes écouteurs. Je suis vraiment désolé.
Non, excusez-moi. Donc, oui, donc je suis pharmacien au CHU de Bordeaux. En fait, je suis responsable d'une unité de prévention qui s'occupait notamment des campagnes de vaccination des soignants pour la grippe. Et aussi, je suis ancien étudiant de Judith Muller. Hein. J'ai participé à un des articles qui avait été signé, donc, enfin, cité. Et j'avais une petite question. Il y a une approche qui est faite très enfin, de sur ce qui est fait sur pardon excusez-moi sur un peu le choix individuel en fonction des représentations des autres et je me posais la question si vous étiez allé aussi regarder le choix individuel par rapport aux organisations. Je m'explique, en 2019 il y avait un article du bulletin de santé publique qui était sorti qui avait mis en lien les établissements qui avaient les meilleurs chiffres de taux de vaccination contre qu'est-ce qu'ils avaient organisé pour voir un peu les actions qui avaient montré de l'intérêt et autres. Et je me demandais si, au-delà juste du placement d'une personne par rapport à son entourage et aux autres professionnels, si, il y avait, si vous aviez regardé aussi par rapport à comment étaient organisées les campagnes ou s'il y avait au moins eu des choses qui étaient remontées là-dessus ou je ne sais pas. Ça, c'est la première chose, parce que pour nous, on a plutôt une approche organisationnelle de facilitation d'accès à la vaccination pour améliorer, plus que sur le côté norme ou autre. Parce qu'effectivement, changer un peu la norme que peuvent percevoir les soignants, bah, vous l'avez dit vous-même, hein, sur le long terme, enfin, ça serait un nudge. Ce serait un nudge, je veux dire plutôt, on n'a pas 20% de personnes qui se vaccinent, mais on a 3% de plus que l'année dernière de personnes qui se vaccinent. Et effectivement, sur le long terme, on n'y voit pas un grand. Enfin, on se pose la question de l'intérêt. Et sur la deuxième chose qui a été dit, je voudrais juste faire une remarque sur ce qui avait été dit par M. Hugo avant, sur l'impact des médecins chez les infirmiers. Pour le coup, nous, on a pu le constater plutôt dans nos campagnes aussi, c'est que les infirmiers, alors c'est une proposition d'explication, hein, on se disait que les infirmiers se sentent plutôt experts de leur profession, hein, experts de leur profession, de la manière dont ils doivent le mettre et des responsabilités qui y sont conduites. Et que parfois, bah, les relations avec les médecins font que quand les médecins leur disent comment faire leur travail, eh ben, ça peut être mal pris, voire avoir un impact complètement négatif avec bah, non, en fait, c'est mon travail, j'ai été formé pour, je sais comment le faire. Première chose. Et deuxième chose, c'était Judith Muller, justement, qui avait fait une étude où ils avaient regardé un peu les. Alors, je ne sais plus précisément l'étude, mais ils avaient regardé un petit peu les questions que pouvaient se poser les médecins quand ils se vaccinaient. Et il y avait beaucoup plus de vaccins qui se vaccinaient, effectivement, mais ils y allaient en se posant beaucoup moins de questions, en étant beaucoup plus en confiance et un peu côté macho, de se dire oui, moi je me vaccine et peu importe les effets secondaires, peu importe s'il y en a, peu importe s'il y en a pas, et du coup avoir un peu le même discours par rapport aux autres en disant vaccinez-vous, point barre, et sans répondre forcément aux interrogations, en disant juste c'est un devoir professionnel, et du coup pas trop répondre aux interrogations qui pouvaient être posées par des confrères, des personnes de service, hein, avec des chefs de service qui parfois étaient très vindicatifs là-dessus. Et donc, bah aussi que ce sentiment-là peut aussi rejaillir derrière en disant, bah oui, les médecins, ils sont très exigeants par rapport à nous. Or, si on regarde les chiffres de vaccination, bah, ils sont à 34%, ils ne sont pas à 70% non plus. Donc, moi, c'est comme ça que ce serait deux propositions d'explication sur l'impact des médecins sur les choix des infirmiers. Voilà. Mais c'était pour essayer de proposer une réponse en plus de ma question. Merci en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup pour vos questions. Donc, je prends effectivement toutes vos interprétations sur l'absence d'effet des médecins ou en tout cas le fait qu'on puisse attendre un effet positif ou négatif. Et effectivement, on va creuser ces dimensions-là. Donc, nous, on n'a pas documenté dans cette enquête les efforts organisationnels qui sont faits par exemple, les hôpitaux pour rendre plus accessible la vaccination contre la grippe sur leur lieu de travail. Par contre, effectivement, il y a toutes les données justement des expérimentations de la HAS qui documentent très bien ça. Donc, moi, je n'ai pas accès aux données, mais j'ai lu le rapport et donc on voit effectivement que tous les établissements qui sont interrogés doivent bien dire ce qu'ils font pour favoriser et rendre accessible la vaccination des professionnels de santé. Nous, c'était effectivement pas l'intérêt premier de notre démarche, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet.
Et la dernière chose que je vais ajouter sur l'effet de... alors, bon, changer l'information, moi, j'appelle pas ça un nudge, mais bon, si on classifie les interventions informationnelles, qu'elles soient nudge ou pas nudge, et les autres interventions comme les changements organisationnels ou même les incitations financières, etc. Alors, je suis d'accord, on a souvent des faibles effets de l'information et des nudges, mais ça coûte rien. Alors qu'un changement organisationnel, que ce soit en temps, énergie, argent, c'est très cher. Donc, on peut s'interroger aussi, au-delà de l'efficacité, je parle évidemment à court terme, hein, aussi de la coût-efficacité, si on prend en compte vraiment l'ensemble des coûts. Il me semble que, voilà, c'est-à-dire que, et qu'en fait, on peut aussi penser à des effets cumulés et croisés euh, sur ces différentes initiatives pour essayer d'augmenter le taux de vaccination. Merci. Et donc, on va passer à Chirine. Ce serait pas mal qu'on se présente un peu, juste pour qu'on sache d'où viennent, je veux dire, comment dire, d'où viennent les questions. Voilà, je te passe la parole, Chirine. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, moi, je suis doctorante en sociologie. Je travaille sur le rapport à l'expertise médicale des parents de jeunes enfants. Donc, voilà. Et ce qui m'a intéressée, interpellée, c'était un résultat que je trouve intéressant sur le fait que, donc, si j'ai bien compris, hein, n'hésitez pas à me corriger, les infirmiers et les infirmières qui sous-estiment le nombre d'infirmiers qui sont favorables à la vaccination, du coup, se vaccinent moins. Et en fait, ce que je me suis demandé, parce que moi, mon premier réflexe en tant que sociologue, c'est de me dire, mais en fait, le groupe de référence qui compte, c'est pas forcément les infirmiers et les infirmières dans leur ensemble, mais les infirmiers et les infirmières qui sont dans le cercle de sociabilité proche, voire dans l'établissement. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que ce serait pas possible de contrôler par l'établissement? Et du coup, là, avec 214 réponses, j'imagine que non. Mais ça serait intéressant, en fait, de regarder. Et je pense que ça peut vraiment avoir des effets très concrets sur quelle est l'information qui pourrait faire changer en fait les infirmiers et les infirmières de croyance. Est-ce que c'est le fait de dire que les infirmiers pensent que la vaccination, enfin, se vaccinent ou pensent que les infirmiers devraient se vacciner, ou est-ce que c'est les infirmiers de mon établissement, les infirmiers de ma ville, enfin voilà, enfin quelque chose, un groupe de référence qui serait plus proche des individus. Voilà, ça m'a intéressé. Et aussi une autre question qui est plus une question de curiosité, ça serait de savoir si vous avez vu des effets soit du genre, soit de l'origine migratoire. Je ne sais pas si vous avez cette variable. Et aussi peut-être que moi, c'est un peu mon biais du fait d'avoir des enfants sur le fait de se vacciner. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, effectivement, hein, il y a déjà une littérature déjà assez nourrie sur l'effet des normes sociales en fonction du groupe de référence qui est potentiellement plus fort disons, une corrélation positive entre à quel point c'est proche et à quel point ça a un effet. Alors, nous, on ne pouvait pas le faire dans le cadre de cette enquête et on ne va pas pouvoir le faire dans le cadre de l'analyse. Par contre, c'est sûr que quand il s'agira de faire des expériences randomisées, là, on va se servir de ça. Donc, typiquement, si on pense à l'échelle d'un IFSI, on peut dire ce qui se passe à l'échelle de l'IFSI ou même dans la classe. Et donc là, il y a un fort phénomène d'identification à ses pairs. Donc ça, c'est tout à fait un levier qu'on souhaite exploiter à l'avenir. Et si on arrivait à faire ces expériences aléatoires, alors je vais appeler ça en milieu naturel, mais c'est un abus de langage, donc je vais dans un hôpital ou dans des EHPAD, évidemment, il s'agirait aussi d'identifier à l'échelle de l'établissement concerné. Oui. Effectivement. Allez-y, allez-y. Oui, parce qu'en fait, il faut rajouter, mais parce que je me suis dit, en fait, si ça se trouve, ces infirmiers n'ont pas tort. C'est-à-dire que dans leur milieu, de fait, potentiellement, il y a beaucoup plus de gens qui ne se vaccinent pas. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, répondre à cette question, on se sert de ce dont on connaît. Enfin, je veux dire, ces croyances, elles sont construites sur l'expérience des individus, les estimations qu'on pourrait faire de la différence d'un groupe de référence par rapport au reste de la population. C'est tout à fait vrai. On n'a pas d'effet de genre et je n'ai pas d'informations sur l'origine migratoire. Et je ne sais pas si les répondants sont parents.
j'ai pas du tout pensé à, enfin en tout cas sur la parentalité, j'ai pas du tout pensé à ça. Sur l'origine migratoire, j'ai préféré m'abstenir. C'est souvent, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bah, je vais en profiter pour poser mes questions. Déjà, merci à nouveau pour cette présentation. Je pense que Pierre l'a dit, mais c'est ça qui est passionnant avec les discussions. Ah, donc moi, je suis sociologue comme Chérine. Et ce que j'apprécie particulièrement avec les approches économistes, c'est ce souci en fait de clarification et de distinction entre les différents types de croyances. Alors, vous avez bien précisé au début que croyance n'a pas le même sens que par exemple en anthropologie et que parfois en sociologie. En fait, c'est une proposition descriptive sur le monde, qu'elle soit vraie ou fausse. Peu importe, en fait, c'est un état mental. Enfin, non, plutôt, c'est une variété d'états mentaux et ça a l'avantage en fait d'être un concept qui favorise justement le dialogue interdisciplinaire puisque il est relativement agnostique du point de vue d'à quel point ça se rapporte à des grands systèmes de représentation ou à quel point c'est vrai ou faux basé, réfléchi ou peu réfléchi, etc. Donc j'ai vraiment apprécié ça et notamment le fait de distinguer entre je pense que les autres font ça, je pense que les autres pensent ça, je pense que les infirmiers pensent ça, je pense que les médecins pensent ça. Et donc moi, ma première question, donc déjà d'abord je dis super je suis très pressé d'entendre ou de lire la suite. Ma première question, remarque, c'est vraiment une question de sociologue au sens où c'est sur celle la définition de la norme. Alors, c'est vrai que la définition, le cœur de la norme dans votre travail, c'est en fait ce que les autres, alors soit ce que les autres font, soit ce que les autres pensent, mais c'est la norme quasiment au sens statistique du terme, c'est-à-dire la norme, ce qui est le plus répandu. Alors, ça, ce serait injuste vis-à-vis de vous de dire que vous ne considérez ça que comme ça, puisque comme vous demandez aussi aux personnes, qu'est-ce que vous pensez que les médecins autour de vous pensent, là, on commence à introduire les questions de hiérarchie dans la capacité à fixer la norme, qui pour moi sont des enjeux assez essentiels, à la fois parce que en fait on sait bien qu'on n'est pas tous égaux même dans les collectifs où officiellement on a des statuts similaires, on n'est pas tous égaux dans notre capacité à dire ce qui est la norme, mais aussi parce que en fait la question de qui fixe la norme est aussi un sujet de tension, et notamment je renvoie à la fois aux travaux de Pierre mais aussi aux travaux de Rachel Gourari en Israël sur les tensions que pose en gros la crise de l'hôpital public et le style managérial, comment dire, enfin, et la transformation des organisations à l'hôpital sur justement la perception de ces normes de lutte contre les maladies nosocomiales. Donc moi, pour moi, ça a été un premier élément d'interprétation de votre résultat qui est que finalement, le fait que la perception de ce qu'est la norme chez les médecins n'a pas l'air de jouer dans ce que font et pensent les infirmiers. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Pour moi, en fait, alors spontanément, je calque mes gros cadrages de sociologue un peu critiques, etc. C'est genre, c'est parce que en fait, il y a des situations de tension vis-à-vis de cette répartition de l'expertise, surtout dans un contexte où les infirmières aspirent à être davantage reconnues dans leur expertise propre et où la structure hiérarchique, notamment à l'hôpital, a tendance à plutôt les reléguer dans des tâches comment dire, d'exécution. Donc, je voulais juste savoir, et donc c'est pour ça, donc je m'apprêtais à dire, ah là là, c'est dommage que vous ne preniez pas ça en compte. Puis après, à la fin, vous avez dit, en fait, on a des choses là-dessus et on va regarder après. Alors, je pense que de toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, voilà, c'est pas parce que spontanément, j'ai envie de dire, il fallait regarder ça au début, mais c'est parce que je suis un sociologue. En même temps, en tant qu'économiste, je comprends bien pourquoi vous commencez par ça. Par contre, je pense que ce qui peut être intéressant dans le fait de les regarder ensemble, c'est que, comment dire, c'est que ça peut aussi transiter via la représentation que l'on a de l'efficacité des vaccins. Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai pas beaucoup entendu dans votre présentation cette question en fait de la corrélation entre ce que l'on pense que les autres pensent et ce que l'on pense soi-même. Et alors, on connaît bien avec la littérature sur les biais cognitifs le fait que ce que l'on pense est influencé par à la fois ce que l'on pense être le bien et aussi par ce que l'on pense que les gens pensent autour de nous. Et je me demandais si en fait on n'aurait pas en gros soit des corrélations très fortes, soit des corrélations inverses qui est qu'on pense que tout le monde veut se faire vacciner, mais parce qu'on se considère soit comme le mouton noir, soit comme la seule personne qui a raison, ou à l'inverse, on pense que personne ne veut se faire vacciner, juste parce qu'on pense que en fait, notre positionnement est normal. Et dans les analyses qui ont été beaucoup développées pendant l'épidémie et même un peu avant sur les raisons de l'hésitation vaccinale chez les professionnels de santé, il y a cette question des tensions vis-à-vis justement des hiérarchies à l'hôpital, etc. Et que ça se traduit par une défiance vis-à-vis des recommandations officielles. Donc moi, c'est vrai que spontanément, j'ai un peu envie de regarder les croisements avec à quel point les gens sont contents, enfin bref, tous les différents éléments. Alors, c'est pas sympa de ma part de vous poser cette question-là parce que vous avez dit justement, je vais regarder après, je vous dis, présentez
présentez-moi les résultats maintenant et vous allez me répondre, bah, je les ai pas encore. Mais voilà, en tout cas, peut-être juste comme question très générale, c'est cette question de la norme au sens statistique versus la norme au sens normatif qui s'insère dans des rapports de pouvoir, pour parler comme un sociologue très classique. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà, qu'est-ce que vous en faites? Et un deuxième ensemble de... Alors, juste une remarque, là pour le coup, très ras du plancher. Donc, il y a la question de la représentativité. De toute façon, cette question, on l'a tous. Hein. C'est pas pour comment dire, balayer du revers de la main les données. Mais par contre, la question, c'est est-ce que vous savez si vous avez des moyens de voir si votre échantillon est particulièrement pro-vaccin ou particulièrement critique des vaccins? Alors, il y a eu des données qui sont sorties pendant l'épidémie sur la propension à se vacciner contre le Covid, etc. Peut-être que ça peut être des manières de voir à quel point, ne serait-ce qu'avoir une évaluation de est-ce que votre échantillon il est plutôt pro-vaccin ou plutôt moins pro-vaccin que le reste de la population infirmière. Voilà. Et c'est à peu près, voilà, c'est mes seules remarques. Si, non. Dernière remarque de sociologue à nouveau. C'est vrai que dans les recommandations que vous évoquez, il y a beaucoup des questions de communication. Comment est-ce qu'on utilise ces normes, à la fois au sens statistique, aux normes normatives, pour convaincre les personnes. Moi, j'aime bien embêter les économistes et les psychologues sur un point, c'est est-ce que vous pouvez tirer des propositions d'intervention organisationnelles à partir de vos données, de vos données. Alors, je sais que normalement, on ne fait pas trop ça, mais en fait, parce que on sait qu'on peut convaincre les gens de se faire vacciner en les faisant se faire en leur expliquant pourquoi il faut se faire vacciner, mais on peut aussi faire en sorte que les gens se fassent vacciner en transformant les routines et en transformant comment les normes sont fixées. Alors, c'est vraiment une question piège et vous pouvez évidemment l'ignorer en disant ah là là, vous avez pris beaucoup de temps pour poser vos questions, c'est dommage, on va laisser la parole aux autres. Voilà. N'hésitez pas à l'ignorer, mais si vous avez envie de donner des idées là-dessus, je serais ravi. Eh bien, merci pour toutes ces questions. Je vais commencer par la fin. Alors, ce qui me vient comme ça sur cette histoire de proposition d'intervention organisationnelle, ce que pourraient dire nos résultats, mais c'est quand même un peu, le mot qui me vient est capillotracté, mais voilà, ce serait de dire qu'en fait, le groupe de référence qui doit essayer de convaincre, ou en tout cas donner l'information, ce sont les pairs, les infirmiers, les infirmières, aux infirmiers, les infirmières, et par exemple, pas être nécessairement des médecins qui doivent, disons, prêcher la bonne parole du vaccin. Donc ça, mais voilà, c'est pas exactement ce que nos résultats disent. En revanche, comme je vais me réfugier derrière les analyses que j'ai pas faites encore, donc on a aussi beaucoup d'informations sur quelles sont euh, les informations qu'ils utilisent, les sources d'informations auxquelles ils font confiance, les différents types d'institutions et de médecins, infirmiers, etc., auxquels ils font confiance en général aussi, avec toutes les autorités sanitaires jusqu'à l'Europe. Donc, je pense qu'à partir de ces données, on va pouvoir peut-être essayer de dégager des recommandations en termes d'intervention organisationnelle, mais plus sur qui parle, pas tellement en termes de contenu. Ou de changement organisationnel. Nous, ce qu'on voit quand même dans nos données, c'est que tout le monde a l'air de savoir que c'est gratuit, tout le monde a l'air de trouver un moyen ne dit pas je ne sais pas où aller me faire vacciner. Voilà, donc ça nous donne quand même des éléments comme ça, mais c'est vrai que ça ne permet pas d'envisager de changements organisationnels radicaux, mais parce que j'imagine qu'en fait beaucoup de choses sont déjà faites. Aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de ce qu'on appelle changement organisationnel. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est en termes d'accessibilité, en termes de diffusion de l'information, de venir faire des interventions auprès des différents groupes de professionnels de santé. Voilà, je me rends pas bien compte non plus de la latitude qui existe de ce point de vue-là. Je ne sais pas grand-chose de la représentativité de l'échantillon et je ne sais pas du tout si ce sont des personnes pro-vaccin. La seule chose que je vois, c'est que beaucoup d'entre eux sont vaccinés par rapport aux chiffres qu'on a en dehors. Donc, ça laisse entendre que ce sont des personnes qui sont pour la vaccination. En revanche, évidemment, on a laissé une question ouverte à la fin du questionnaire
pour un peu leur laisser la possibilité de faire des commentaires. Et là, on a quand même beaucoup de choses qui sont de l'ordre de il faut quand même laisser les personnes choisir. Donc, elles sont potentiellement, elles, favorables à la vaccination, mais il y avait beaucoup de commentaires qui allaient dans le sens d'un libre choix. Donc, c'est vrai que cette question verte, elle arrivait après que je leur ai demandé ce qu'elles pensaient des politiques de la vaccination. Donc, je pense que c'est à ça que c'est lié. Donc, disons que c'est peut-être ça qui apparaît le plus fréquemment quand même. C'est peut-être une population qui est favorable à la vaccination, mais qui n'est pas favorable aux politiques coercitives de la vaccination. Sur la norme sociale, je ne vais pas savoir facilement dans mes données quelle est la structure qui entoure la pratique de ces infirmiers et infirmières. Je ne vais pas savoir. Je sais juste s'ils sont cadres ou pas. Je sais si elles ont des spécialités, mais je ne sais pas comment se passe. Alors, je sais dans quelle région elles sont. Je pourrais de manière illégale savoir quasiment où elles habitent, donc je ne vais pas le faire. Mais disons, alors réinventons l'histoire. Si je refaisais cette enquête demain dans un panel à peu près représentatif et que j'avais beaucoup plus de possibilités, il est évident que essayer de comprendre en fait où est-ce qu'elle travaille de manière complètement anonymisée permettrait de faire quelque chose qui me semble très intéressant, qui pourrait regarder en fait le lien entre alors des indicateurs un peu bruts de mesure des tensions dans les services, qui seraient voilà, le nombre récent de fermetures de lits ou de démissions dans l'hôpital, qui peuvent être des données, je pense, qui sont collectées par typiquement l'adresse, les fermetures de lits, etc. quand même, enfin en tout cas le nombre de lits ouverts, enfin, des choses comme ça qui sont des indicateurs en fait, plus des indicateurs de qualité des soins qu'on pourrait essayer d'obtenir auprès de la HAS et en fait caractériser au niveau des établissements de santé voilà, comment se passent les relations professionnelles et l'état des soins, ou en tout cas la manière dont ils sont prodigués dans ces établissements, et de regarder comment ça joue sur la vaccination. Donc, de point de vue statistiquement parlant, hein. Évidemment, c'est pas du tout le travail beaucoup plus fin que vous pourriez faire en sociologie, mais en tout cas, je pense que la contribution de l'économiste ici sur cette question pourrait se faire dans une étude de la sorte, en fait, d'essayer de coupler des données qui caractérisent l'état de fonctionnement, en fait, d'une certaine manière des établissements publics, et de regarder l'influence de ça, et même la cause, avec un peu de créativité économétrique, sur le recours à la vaccination des professionnels de santé qui sont dans ces établissements. Donc ça, je pense que ça pourrait être une contribution intéressante des économistes qui pourraient venir compléter vos propos sur les relations au travail et le recours à la vaccination. Nous, ce qu'on va pouvoir voir, c'est beaucoup moins ambitieux que ça dans nos données, parce on s'est vraiment consacré à essayer de mesurer un peu plus finement justement ce qu'on entendait par norme sociale, comme est-ce que ça se déclinait en présence sociale, est-ce que par exemple les personnes se sentaient à l'aise de donner leur opinion sur la vaccination en public. Voilà, donc alors ça ne dit pas en public au travail, mais ça dit en public en général. Donc on a plein de choses comme ça qu'on va essayer de mettre en forme pour un peu plus mesurer finement, en fait, si cette dimension de norme sociale qu'on capture est bien une forme de pression sociale qui se traduit au travail. Super, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on arrive vers la fin de cette séance. Pierre, Emmanuel. Alors, peut-être Emmanuel d'abord. Emmanuel Ripoche. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Alors, je suis Emmanuelle Ripoche, je suis chef de projet à la HAS et j'avais notamment travaillé sur le sujet de l'obligation vaccinale des professionnels. Et donc, mes questions seront un petit peu moins sociologiques peut-être et un petit peu plus sur les facteurs d'adhésion à la vaccination. Je me demandais si vous aviez moyen d'estimer la part des croyances liées aux normes dans le recours à la vaccination par rapport à la part des autres croyances liées à la vaccination. Est-ce que la part liée aux normes est beaucoup plus importante que des croyances qui seraient liées à une efficacité limitée de la vaccination? Au fait, par exemple, je me suis interrogée en voyant
le graphique qui montrait l'hétérogénéité sur la perception de l'efficacité de la vaccination sur la réduction du risque. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez un petit peu approfondi pour savoir est-ce que cette hétérogénéité pouvait être expliquée par le fait que soit les infirmiers pensaient que la vaccination était peu efficace, c'est ce qui est le cas parfois en fonction des années, ou soit parce que, on le sait, le fardeau nosocomial lié à des infections qui seraient portées par les professionnels de santé n'est pas bien documenté. Peut-être que les infirmiers pensent que c'est porté par d'autres, par les ASH ou les aides-soignants qui sont encore moins vaccinés qu'eux, ou par les visites à l'hôpital, et peut-être que ça influence peu le fait qu'ils aient moins recours à la vaccination que finalement accéder à une espèce de norme sociale. C'était ma première question. Et ensuite, les autres, c'est peut-être plus si on a le temps, parce que ça vient sur les sujets plus d'obligation vaccinale. Je me demandais quel était l'impact de l'obligation vaccinale sur les croyances. Est-ce que le fait de mettre en place une obligation vaccinale, ça incite plus à penser que la vaccination est efficace, ou bien c'est uniquement vu comme, enfin, plus vu comme une mesure un petit peu coercitive et peut-être plus politique? Et enfin, si vous aviez 2 mots sur quels sont les déterminants de l'adhésion à la vaccination, et est-ce qu'il est bien fait une différence entre réelle adhésion à la vaccination, ben, on se vaccine parce qu'on y croit, on croit en son efficacité, ou parce qu'on est incité à le faire pour notamment répondre à des indicateurs de qualité, sécurité des soins, et une incitation plus administrative, on va dire. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais essayer de répondre rapidement. Alors, nous, ce qu'on mesure pour la vaccination, c'est vraiment, êtes-vous vacciné? Oui, non. Est-ce que vous avez l'intention de le faire? On n'interroge pas du tout les motivations, qu'elles soient un peu forcées par voilà, les établissements ou venant d'une décision individuelle, parce qu'en fait, à la fin, même si elle est incitée par l'établissement, c'est une décision individuelle, hein. Donc, je ne fais pas du tout la distinction. Alors, sur la question de l'obligation, alors pareil, je les prends à rebours, mais sur la question de l'obligation vaccinale, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce qu'il y a un lien, en fait, entre l'adhésion à l'obligation vaccinale et le fait de recourir à la vaccination? Je ne sais pas si c'était ça votre question. Non, c'était pas ça. C'est plus, est-ce que s'il y a une obligation vaccinale qui est mise en place, ça change les croyances en se disant, Oui, oui, s'il y a oui. une obligation, donc c'est que c'est plus efficace et Eh bien, effectivement, alors ça, je pense pas qu'on puisse, nous, le regarder dans nos données. Mais effectivement, on pourrait s'intéresser, en fait, justement, à faire quelque chose qu'on n'a pas fait, qui serait, en fait, l'interaction entre, heu, les croyances normatives et le fait qu'il y a un changement, dans, l'ordre des choses, dans la politique publique de la vaccination. Donc là, pareil, si on avait un panel répétitif, et cetera, et qu'au milieu de tout ce panel se passait un changement dans la réglementation, ou en tout cas un changement de politique vaccinale, on pourrait essayer de dégager en fait l'effet causal de l'obligation vaccinale sur les croyances. Et ce serait tout à fait intéressant, mais effectivement, nous, nos données ne permettent pas euh, de le faire. Ce qu'on peut regarder, c'est l'effet du fait qu'on pense que l'obligation vaccinale est une bonne politique de vaccination et le lien avec ça sur les croyances. Sur le pouvoir explicatif des différents types de croyances, alors là, on ne le fait pas comme ça, là encore, dans cette analyse, mais on va pouvoir le faire, essayer de décomposer en fait le pouvoir explicatif des différents types de croyances pour essayer de voir ce qui pèse le plus dans la décision. A priori, c'est quand même, de ce que je vois des coefficients, c'est quand même les normes, d'accord. plus que les croyances factuelles. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Patrick, tu as levé la main et Pierre aussi, mais il est 58. Donc, est-ce que c'est pour une question ou c'est pour... Non, c'était juste pour une question, mais je la laisse à Pierre, il n'y a pas de souci. Je pense que j'espère qu'on aura de nombreuses occasions d'échanger. Je propose que l'on s'arrête à peu près là. Je voudrais à nouveau qu'on remercie Léontine Goldzal pour sa présentation. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et voilà, je voudrais juste rappeler, on est en train de faire le programme
du séminaire pour l'année prochaine. Donc, si vous souhaitez présenter vos travaux, n'hésitez vraiment pas à venir vers nous, à nous le signaler plutôt rapidement pour qu'on vous mette à l'agenda de l'année prochaine, sachant qu'on prévoira normalement des créneaux à remplir au cours de l'année pour que ce séminaire continue à pouvoir être un lieu de présentation de travaux en cours. Je vous invite aussi à nous signaler vos événements, publications et autres, pas forcément sur la thématique de la vaccination, mais dont vous pensez qu'elle pourrait être utile pour les personnes du réseau SHS Vaccination. Et je vous remercie de vous être connectés aujourd'hui. J'espère que vous serez avec nous lors du prochain séminaire. Nous allons envoyer la prochaine newsletter, la deuxième mouture de la newsletter, la semaine prochaine. Donc j'espère que vous la recevrez. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.